Eh bien voilà, on essaie. Hein. Donc, bonjour à toi, Jean. Bonjour Florian. Bonjour Jean, bonjour Florian. Bonjour, monsieur Landillon. Bonjour monsieur Gondillon. Donc, on se retrouve cette fois-ci pour le mois de mai, même si c'est la fin du mois. Et ça sort à peu près en même temps que la revue, un petit peu après. Un petit peu après la revue du mois de mai, oui. Ouais. C'est ça. Toujours en compagnie donc, du rédacteur en chef, évidemment. Et on va changer un petit peu la formule, c'est un nouveau test, d'essayer de traiter de ce qui est passé dans la dernière feuille. Pour le coup, les 3 dernières feuilles, puisque durant le confinement, vous avez pu mettre en ligne 2 numéros gratuitement. Et là, il y a eu un 3e depuis. Donc j'ai gardé, disons, les sujets essentiels de ces 3 derniers numéros. C'est un peu regroupé thématiquement. Je pense que ça va faire une 8aine de sujets, Oui. sauf si vous en trouvez d'autres, messieurs. Il n'y a pas de problème avec ça. J'ai le chronomètre à côté de moi. Je vais d'ailleurs le lancer parce que ça tient de la gageure. On a l'habitude de traiter un sujet pendant 1h30. Là, on va en faire une 8aine. Donc, Oui, et il ne faut pas lancer nos auditeurs. Un discours nationaliste. Oui, non, il ne faut pas lancer nos auditeurs, parce que franchement, bon. On va faire preuve de diligence, de Voilà. promptitude et d'efficacité, Voilà. n'est-ce pas? C'est vrai qu'on est un peu inhabitué à la chose. Peut-être pouvez-vous nous présenter le vin qui est à cette table et nous servir? Aujourd'hui, nous avons déjeuné ensemble avant d'organiser cette vidéo. Et alors, j'avais servi à nos amis du vin d'Entraigues. Alors, le vin d'Entraigues et du Fel, ça fait appel à des vins peu connus sur notre terroir, en France, mais qui sont véritablement l'âme et le sel de la France. Le vin d'Entraigues se trouve au nord de l'Aveyron, à la limite du Cantal. Entraigues, ça veut dire entre deux eaux, c'est-à-dire c'est au confluent du Lot et de la Truyère. Et là, vous avez un vignoble très ancien, qui date de l'époque romaine, qui est à base de cépages locaux, si l'on peut dire, le Mauzac et le Fer-Servadou, qui est utilisé aussi dans le Marcillac, un peu plus bas. Et vous avez d'excellents petits vins, qui sont très peu connus, qui dépassent rarement les frontières locales, mais qui sont véritablement l'âme de notre pays, l'âme de notre France. Et si nous voulons aussi contribuer à avoir une vision nationaliste des choses, il faut aussi faire la promotion des produits de nos terroirs, de ces vins par exemple, qui eux sont le fruit de plusieurs dizaines de générations qui ont travaillé une terre difficile, dans des conditions difficiles, et qui, en nous amenant ce vin, eh bien, nous relie à 15 siècles, voire plus de notre histoire. C'est pour cette raison que... Ça relie à la terre dans tous les sens du terme. Ça nous relie à la terre dans tous les sens du terme, effectivement, et faire profession de nationalisme, que l'on soit abstène ou qu'on ne le soit pas, c'est aussi de faire la promotion, de faire connaître nos vins et nos terroirs, car c'est véritablement une part de notre patrimoine que beaucoup trop de gens négligent, ignorent et surtout pour certains veulent faire disparaître. Alors mon cher Florian, je vais vous en servir un petit peu. Avec plaisir. Étant donné que l'Entraigues, vous le trouvez en blanc, en rouge, aussi en rosé, mais vous avez d'excellents rouges et d'excellents blancs. Et ce sont des vins qui méritent une promotion hors du terroir. Et ça donne Entraigues, c'est donc... Entraigues, c'est entre les eaux, entre les eaux de la Truyère et les eaux du Lot. Dans une région très vallonnée, vous avez le vignoble qui pousse sur des pentes à 40%, qui demande un gros travail. Il reste actuellement à peu près, je crois, 6 exploitations viticoles à Entraigues et au Fel, sur des terrains schisteux pour la plupart. Et vous avez là véritablement un exemple de notre France traditionnelle, de notre France profonde. C'est quelque chose d'emblématique de ce que nous sommes, nous autres Français, descendants des Gaulois, de Charlemagne et de Saint-Louis. Très bien. Et d'ailleurs de dialecte occitan pour le coup. De dialecte occitan. Alors les sujets traités dans la dernière feuille d'abord, et pas tous, évidemment, on en fait un résumé, puis comme je disais, il y a moult sujets. Le premier, par exemple, l'idéologie de la vaccination obligatoire. Il y a tout un dossier là, dans la dernière revue Militant sur Bill Gates notamment, et ses grandes sorties. Oui, alors, depuis la crise du Covid-19, du nouveau coronavirus,
nous entendons parler sans cesse de la production d'un vaccin miracle qui va nous sauver de cette épidémie et autres. Et lorsque l'on creuse le sujet, on se rend compte qu'à la suite de toute la polémique qui est née autour de la médication présentée par le professeur Raoult autour de l'hydroxychloroquine associée à des antibiotiques, de l'isodromycine, qu'il y a eu tellement de battages, de critiques contre ce procédé, que nous sommes allés chercher plus loin. Et nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, un tel traitement, s'il est efficace, et un certain nombre de personnes ont montré qu'il est efficace, coûte très peu cher et ne rapporte rien aux laboratoires et aux grands trusts pharmaceutiques. Et en creusant un peu plus loin, on s'est rendu compte qu'effectivement, dans tous les discours que nous entendons, la solution miracle, ça va être le vaccin. Un vaccin coûte de l'argent à préparer, mais peut aussi engendrer d'énormes bénéfices pour ceux qui le produisent. Et lorsque l'on creuse toujours ce sujet, on se rend compte que derrière cette affaire, il y a un personnage qui se dépense sans compter depuis des années pour vacciner tout le monde, dans un but altruiste évidemment, c'est Bill Gates. Bill Mais Gates, il a c'est du le mal à vacciner Windows, parce que les virus sur PC sont pires que chez Mais Apple. oui, mais voilà, mais ça, il veut vacciner les gens, mais il n'arrive pas à vacciner ses propres machines. C'est obsessionnel chez cette. Mais ouais. C'est obsessionnel. Vous savez, le cordonnier est toujours le plus mal chaussé, si l'on peut dire. Et donc, la fondation Bill Gates a pour but de vacciner la planète entière, contre tout Et n'importe quoi. et n'importe quoi, mais il faut vacciner la planète entière. Puis peut-être vous pouvez revenir sur la thèse médicale, qu'est-ce qu'un vaccin? Ouais. Certains pensent que c'est bénéfique, mais ça c'est fait pas provisoire. l'unanimité, je dirais pas des théologiens, Ah non. mais... Et la maladie mute, et ça fait des vaccins C'est-à-dire provisoires. qu'un vaccin, c'est en gros inoculer la maladie aux gens C'est ça. pour les rendre immunes, pour les protéger contre la maladie. Bon. Et ça, le débat, même s'il a été tranché pour un temps par les médias et par la propagande, entre Pasteur et Béchamp, demeure toujours entre Béchamp qui disait qu'il valait mieux immuniser les populations et Pasteur qui disait qu'il valait mieux les vacciner. Alors Béchamp aujourd'hui est passé dans les poubelles de l'histoire, si l'on Il peut faut dire, croire. mais ces travaux, ces hypothèses, ces théories demeurent et on les a niées, mais on ne leur a jamais véritablement répondu scientifiquement avec des arguments probants. Donc, à mon avis, le débat demeure ouvert. Et il faut savoir que dans des pays comme la Chine, soigner quelqu'un pour une maladie est un échec pour un médecin. Le médecin, son rôle, c'est de prévenir les maladies. C'est un rôle préventif. Et pour le médecin, si une maladie éclate, c'est un échec pour lui. Chez nous, en réalité, on ne s'attaque qu'aux symptômes et non pas aux causes. Ce qui remet d'ailleurs en cause un certain nombre de problèmes liés à l'alimentation, liés à tous les pesticides qu'on a introduits dans notre alimentation, même à la manière aussi dont nous nous alimentons, parce qu'on a pu faire des études épidémiologiques qui montrent que d'une région à une autre, selon le type d'alimentation qu'il y a telle ou telle maladie qui se développe ou qui ne se développe pas. Parce qu'il y a des vitamines qui protègent de certaines Voilà. maladies, entre autres. Donc il y a un énorme travail à mener sur ce domaine qui aujourd'hui effectivement est occulté par les grands intérêts industriels et financiers. Les perturbateurs endocriniens, que en fait les produits certainement pas très catholiques, enfin je ne sais pas si l'expression est bien choisie, mais dans les lessives, dans les savons, vous savez, dans les... Et puis aussi les médicaments, vous savez pas, tous les scandales de la santé. Il y a eu en fait le Prapéran, il y en a eu des tonnes, hein, Oui, des médicaments qu'ils ont mis en circulation et qui étaient non seulement efficaces, qui créaient en fait, si vous voulez, des effets secondaires qui étaient pires que de celui que dirait la maladie, quoi. Donc, Après, les médicaments sont à base de plantes, donc ça fait un peu partie de la médecine naturelle. Mais c'est-à-dire que dans les plantes, il y a un principe échecs. actif. Mais lorsque le principe actif est transformé chimiquement ou refabriqué chimiquement, synthétisé chimiquement, les effets ne sont pas les mêmes que si c'est le principe actif lui-même. Ouais. Ouais. Puis en fait, ils arrivent à faire des surconcentrations de produits qui ne donnent plus les mêmes effets. Ouais. Bon. Vous avez la médecine des huiles essentielles. Bon,
je peux dire que pour un certain nombre de choses, ça soigne beaucoup mieux que n'importe quelle aspirine. Oui. Bon. Mais seulement, évidemment, là encore, ça ne rapporte pas pour les laboratoires, pour les intérêts pharmaceutiques. Et effectivement, il y a tout un travail qui est à reprendre en ce domaine. Il y a tout un travail qui est à reprendre, que l'Allemagne avait entreprise dans les années 30 et qui, évidemment, a cessé après 45. Ah, c'est Oui. une curieuse date. Oui, C'est la fin des vacances. Non, mais il faut reconnaître les choses, c'est quelque chose d'évident. En Allemagne, les scientifiques peuvent reconnaître que l'état sanitaire des Allemands s'est largement amélioré dans les années 50-60, tout simplement par les dispositions prises dans les années 30. C'est après coup qu'on voit les C'est après bénéfices coup. d'une politique, Mais, un peu comme le natalisme sous Pétain, voilà. quoi, Oui. qui a donné le baby-boom. Bon, mais l'homme, la reproduction est assez lente, nous ne sommes pas comme les drosophiles, qui servent d'animal expérimental pour la biologie. Voilà. Alors pour en revenir... Pour l'aspect médical, oui, voilà. ça fait. Mais pour en revenir à Bill Gates, il y a quand même une chose assez intéressante, c'est qu'il avait organisé en octobre 2019, dans le cadre, en liaison avec le Forum économique mondial, un événement qu'il appelait l'Event 201. C'était une sorte de Kriegspiel sanitaire. C'est-à-dire qu'il simulait sur table, durant 3h30, une pandémie mondiale. Ça tombait à pic. Et ça tombait à pic. Alors, nous ne voulons pas dire que l'affaire a été préméditée ou autre, c'est tout un autre problème. Si le cas, tôt ou tard, on finira par le savoir. Le problème, mais il est une chose certaine, c'est qu'il y a des gens qui tablent sur le développement d'épidémies, de pandémies mondiales pour pouvoir faire avancer leurs intérêts d'une manière ou d'une autre. Bon, beaucoup de nos amis qui vont nous écouter connaissent les prédictions de Jacques Attali en disant qu'il n'y a rien de tel qu'une bonne épidémie mondiale, une bonne pandémie, pour susciter la peur et puis créer un nouvel ordre du monde. Ce que je trouve assez spécial, parce qu'on peut aussi créer la réaction inverse, en sachant que le protectionnisme apparaît comme la solution aux maladies, il vaut mieux produire chez soi. Mais il s'est passé une chose, c'est que Bill Gates s'est lié de très près à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui donc est une dépendance de l'ONU, et à partir de laquelle, et qu'il finance, et évidemment dans laquelle, quand vous financez, vous commandez. C'est un peu comme le planning familial qui est devenu le planning antifamilial, avec l'avortement, Oh là là, ça n'a jamais été la familial. pratique de cette histoire. l'euthanasie, tout ça, là c'est pareil, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Et alors, dans cette affaire, en période de crise sanitaire, il y a un projet qui a été lancé, que vous pouvez trouver chacun en tapant sur Internet, Idée 2020, soutenu par les Nations Unies, par la Fondation Rockefeller, qui milite pour créer un certificat numérique qui permettrait de stocker les informations médicales de chacun d'entre nous, y compris les vaccins, mais non seulement pour nous soigner, mais aussi pour nous permettre d'accéder à des services et à des droits publics, et à des services publics. De participer à des études d'épidémiologie. Et à Enfin, des- sur le marché, voilà. ouais. Donc autrement dit, c'est l'inquiétant dans cette affaire, c'est que l'on peut utiliser l'épidémie actuelle du coronavirus pour Étudier son comportement. étudier nos comportements, nous mettre en fiche et continuer véritablement à nous transformer simplement en petites fourmis, en petites fourmis manipulées par les pucerons, un petit peu comme ce qui se passe sur les rosiers. Parce que Oui, ça revient à la même c'est chose. ça, parce que la fourmi vient traire tranquillement Exactement. Donc, Bill Gates ne s'en est pas arrêté là. Depuis des années, il a entrepris des périodes de vaccination dans des pays comme l'Inde, donc des pays relativement pauvres, notamment contre la poliomyélite, à ceci près que les vaccins inoculés, contre souvent l'avis des populations et des gouvernements auxquels il a forcé la main, ont conduit à des catastrophes. Il y a eu beaucoup plus de malades à la suite des vaccinations que s'il n'y en avait pas eu. Oui, il y avait les enfants souffraient de malformations à la naissance, etc. Ouais. Voilà. Au point que, par exemple, en Inde, j'avais relevé ces documents, une épidémie de polio a paralysé près de 500 000 enfants entre 2000 et 2017, à la suite des vaccinations faites par le bon docteur Bill Gates à travers sa fondation. Il vaut mieux continuer à vendre des ordinateurs. Bon. Et en 2018, on pense que les 3/4 de cas de polio déclarés dans le monde ont la même cause, que ce soit au Congo, aux Philippines ou en Afghanistan.
Donc il y a un problème majeur qui doit être posé en l'affaire à propos de l'influence de Bill Gates en tout ce domaine. Avec en plus la question de cette vaccination. Alors on nous parle de puces quantiques introduites dans les vaccins pour pouvoir pister les gens plus sûrement. Alors là, ce n'est pas de la science-fiction, ce sont des choses qui sont véritablement expérimentées. On en parle depuis longtemps avec la puce RFID, c'est-à-dire qu'on est géolocalisé un peu comme avec le portable, sauf que là c'est dans le corps, et que ça permettrait de tout faire, utiliser la carte bancaire, utiliser le pass Navigo pour les transports en commun. Oui. Donc là, nous avons véritablement un problème fondamental qui repose sur la nécessité de préserver notre autonomie personnelle et surtout notre libre arbitre. Ce qui fait la grandeur de l'homme, ce qui a fait même la grandeur de l'Occident, c'est le libre arbitre de l'homme, c'est la liberté de l'homme de décider ce qu'il devait faire. Si du jour au lendemain, vous avez quelqu'un qui va commencer à vous cadrer, à vous dire ce qu'il doit faire, alors que ce n'est pas un être transcendant, mais c'est simplement un être humain qui s'est arrogé le droit de vous dominer, eh bien, on court nécessairement à la catastrophe et à la mort d'une civilisation. Après, l'Europe, j'allais dire, c'est la liberté humaine, mais compris dans un cadre corporatif. Quand même. Non, alors, la liberté humaine, elle se comprend, mais dans des limites définies par un cadre transcendant. C'est-à-dire que la raison humaine elle-même, livrée à elle-même, part dans tous les sens. Il faut que la raison humaine puisse se réfléchir, si l'on peut dire, dans un miroir pour donner un discours, mais par rapport à une vérité intangible, irréfragable. C'est en gros une sorte de trinité de la raison, si l'on pourrait dire. Et dans notre civilisation, nous avions jusqu'à présent cet élément fondateur de la vérité, c'était le christianisme. Il a été attaqué de partout pour arriver à une pensée relativiste. Et à partir de là, nous en sommes aujourd'hui arrivés à la situation où nous sommes aujourd'hui. Alors toute civilisation, quelle qu'elle soit, a besoin d'un élément fondateur sur lequel elle puisse se reposer et sur lequel elle puisse construire une action, disons, solide. Bon. Mais alors, cet élément fondateur, tout dépend de sa solidité, autrement dit de sa vérité. Et, je ne vais pas entrer dans les débats théologiques, dans des débats, j'ai publié un livre là-dessus d'ailleurs, la grandeur du christianisme, mais on montre que rationnellement, la seule religion qui, pour parler vulgairement, tienne la route en termes rationnels, c'est le christianisme. Et d'ailleurs, on en a les fruits, puisqu'elle a sorti la civilisation européenne de la stagnation. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, après l'impulsion première donnée par l'Antiquité grecque, la civilisation a stagné. Et on trouve ça dans toutes les civilisations d'ailleurs. À partir d'un moment d'impulsion, les civilisations ont progressé la suite de cette impulsion et ont stagné. Et la seule civilisation qui est sortie de la stagnation, c'est la civilisation chrétienne, et ça se démontre très bien à partir des éléments métaphysiques, philosophiques, contenus dans la spiritualité chrétienne. On en parlait hors caméra, et donc c'était un peu en puisant dans les évangiles, par exemple, la notion du travail manuel chez saint Benoît, qui a retapé l'Europe, qui a refait des peuples d'Europe des gens non feignants, et a commencé par les Germains, puisque Tacite en disait plutôt du mal sur leur fainéantisme légendaire, et pourtant, après le christianisme, ce sont eux qui ont la force économique. Dans l'Antiquité, le travail était réservé aux esclaves, était réservé aux gens de peu de conditions. Mal vu, oui. Les nobles ne travaillaient pas. Or, le christianisme, d'ailleurs le Christ était en tant que métier, avait un métier, était charpentier. Comme son père. Comme son père. De même que saint Paul est un fabricant de tentes. Et je disais, on fabrique toujours des tentes aujourd'hui, voilà. Mais ce ne sont pas les mêmes. Non, évidemment. Mais cette blague mise à part, cette facétie mise à part, le christianisme a été synthétisé de cette manière-là par la règle de saint Benoît, qui divise la journée, outre le sommeil, en 3 parties. Une journée de spiritualité, une partie pour la prière, une partie pour la réflexion intellectuelle, et une partie pour le travail manuel. Et c'est à partir de là qu'à travers la diffusion de l'ordre bénédictin à travers l'ensemble de l'Europe, que les lettres de noblesse du travail ont été acquises par notre civilisation. Et lorsque vous regardez tout le développement industriel qui a été fait par les premiers inventeurs, c'était à la fois des intellectuels, des penseurs, des mathématiciens, des scientifiques, mais c'était aussi des manuels et des bricoleurs. Si vous prenez James Watt,
qui a inventé la première machine à vapeur, eh bien, il mettait les mains dans le cambouis. Il savait faire des calculs, mais il savait aussi mettre les mains dans le cambouis. Si vous n'associez pas les deux, eh bien, vous n'êtes rien. Et aujourd'hui, le fait que nous ayons que des intellectuels qui méprisent le travail manuel, c'est en gros ce qu'on appelle vulgairement les bobos, et qui prennent une importance. Eh bien, c'est un symptôme d'une civilisation malade et du retour de civilisation à une barbarie qui avait été dissipée, une perte de civilisation qui avait été comblée par le christianisme. Et c'est d'ailleurs en ça qu'ils sont des bons à rien, puisque un éboueur n'est pas un bon à rien, il connaît son métier, il sert à quelque chose. Par contre, un intellectuel qui est nul dans son domaine et qui en plus ne sait rien faire d'autre... Voilà. Là, vous savez, je vais vous dire, on a longtemps méprisé, peut-être que certains encore méprisent les éboueurs, mais c'est comme... Sauf Solidarité et Progrès de Jacques Cheminade. Oui. Proposé de le faire tous ensemble. Voilà, mais il se passe une chose. Réfléchissez un petit peu, c'est par rapport au corps humain. Si vos déchets humains ne sortent pas, vous vous empoisonnez. Si les éboueurs n'existent pas, si cette sous-caste d'hommes qui ramassent vos ordures n'existe pas, eh bien la société s'engluentit. Vous avez les rats, toutes les maladies qui prolifèrent. Il y a quelques exemples à Naples ces dernières Voilà, années. Mais pas qu'à Naples. Non, Même à Paris. Non, parce que là, en fait, en période de confinement, bah là, moi, je peux foncer directement droit dans le sujet. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas plu quasiment pas pendant les 4-5 premières semaines de confinement. Et qu'au bout de 4-5 semaines, mais Paris s'est retrouvé dans un état de crasse immonde. Et alors, évidemment, on en parlera peut-être après, mais évidemment, il fallait qu'il y ait des problèmes en fait sanitaires, autres que le Covid-19 est bien plus costaud. Puis aussi, on parlait de la puce RFID, et puis ce déconfinement, il semble éternel en fait, puisque justement, il nous propose de sortir du déconfinement totalement après avoir été vacciné. Oui, alors justement, il y a cette histoire qui traîne de partout, qui est récurrente, c'est que finalement, on pourra véritablement être sauvé du Covid-19 que quand il y aura un vaccin. Et la propagande rabique qui est faite contre le procédé de soins du docteur Raoult à l'hydroxychloroquine, moi, est quelque chose qui me paraît très suspect. Tous, Cohn-Bendit, Simès, tous les journalistes, ils sont oui, à cœur voilà, ils défendent leur morceau de viande, voilà. C'est incroyable. Alors, je ne connais rien au sujet, mais j'ai entendu des témoignages. Ce traitement a permis d'éviter à des gens de voir la maladie se développer. Bon, on n'a aucun traitement, donc pourquoi ne pas l'essayer? Mais alors surtout qu'il est peu cher. Surtout qu'il est peu cher. Surtout, gravement, il est peu cher pour certains. Mais alors, pour quelle raison? Peut-être parce qu'il n'est pas assez cher, justement. Pour quelle raison tout le monde tombe à bras raccourcis sur le docteur Raoult, qui, en lui-même, n'est pas un personnage anti-système. Non, oui, il a même accueilli Macron en plein Oui, confinement. mais non, mais c'est quelqu'un tout simplement qui est un esprit libre, qu'on soit d'accord avec lui en tout domaine. Et qui aime son travail. C'est l'honneur de notre civilisation. Il a un côté honnête homme pour il ça. Il a un côté honnête homme, il est ce qu'il est, mais pourquoi l'attaque-t-on de cette manière? À partir du moment où on commence à vous dire que d'une manière trop importante, que n'écoutez pas cette personne est mauvaise et autres, je me dis toujours qu'il y a anguille sous roche. Personne n'est parfait, mais lorsque quelqu'un est fondamentalement mauvais, à tout mauvais, là je commence à me poser des questions. Oui, les tableaux tout noirs n'existent jamais. Moi, je suis tellement en opposition et habitué en fait à leur coup pendable et que à chaque fois c'est des cabales sur cabales sur cabales. Pourquoi ils n'auraient pas essayé de créer aussi une controverse évidemment, parce qu'on avait des méchants mauvais soigneurs contre un gentil professeur Raoult qui avait trouvé une solution pas chère pour soigner des gens. C'est les gilets jaunes qui serait pas un peu... Est-ce que ça serait pas aussi un peu... Parce que si vous voulez, des études sur l'hydroxychloroquine, il y en a eu en fait ailleurs dans le monde. Il y en a eu en Italie, et en fait la Chine aussi. C'est pas ça, et donc est-ce que ça serait pas de gros enfumage cette histoire Mais non, mais le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore des études publiées par la revue The Lancet, qui nous démolit le traitement du professeur Raoult, en nous disant que ça ne sert à rien et que c'est même contre-productif, alors qu'on s'est rendu compte qu'il y a quand même des effets positifs sur certaines personnes. Lorsque vous avez quelqu'un comme Estrosi qui vous dit que ça lui a rendu service, ça l'a sauvé,
on ne peut pas dire que Estrosi est un complotiste, puisqu'il fait partie du système. Bon. Ou alors un comploteur. Un comploteur, oui, mais, bon, mais il faut bien voir que j'ai regardé cette étude. Elle n'a pas été faite dans les conditions dans lesquelles le professeur Raoult lui-même a utilisé, enfin disons le protocole utilisé par le professeur Raoult. Donc, toutes ces choses sont biaisées, toutes ces choses sont malhonnêtes, et à partir du moment où vous voyez que les choses ne sont pas nettes, vous pouvez vous dire qu'il y a quelque part anguille sous roche, et la moindre des choses, c'est ce scepticisme cartésien, si l'on peut dire, ou ce doute cartésien que l'on doit se dire, lorsqu'il y a, ou simplement le bon sens, c'est qu'on doit se dire, là il y a un problème, posons-nous des questions et creusons le sujet. Parce que le doute cartésien, c'est autre chose. Lui, il dit, oui. je pense donc je suis, moi je dirais plutôt je suis donc je pense. Mais enfin, ça c'est autre chose. Oui, c'est vrai. Après, on fait ce que l'on est et tout ça. Voilà. Et oui, il parle de certificats numériques, justement. Ah bah, les certificats numériques, après, c'est vouloir ficher les gens, c'est un très vieux rêve, et c'est surtout un très vieux rêve que l'on trouve en Chine. En Chine, à l'époque des légistes, c'est-à-dire des penseurs légistes, 5e, 6e siècle avant notre ère, même dont le plus connu est Han Fei. L'idée, si vous prenez les textes de l'époque, ils sont facilement accessibles pour peu qu'on les cherche, le rêve de ces penseurs, c'était que l'empereur, donc le maître du pays, puisse, par quelques procédés, arriver à contrôler les pensées de ces sujets, leurs actes, chacun de leurs actes à chaque instant. Et actuellement, ce qui se passe... très race asiatique, mais... Mais actuellement, ce qui se passe en Chine, lorsque vous voyez universel. Ce système de surveillance numérique, de passeport à point, ça a fait son bonhomme de chemin. De passeport citoyen à point et autres, mais finalement, grâce aux techniques actuelles, finalement, ce sont les rêves, les pensées de ces intellectuels de l'époque des royaumes combattants qui peuvent être enfin réalisés. Et dans le cadre de la Chine, cela se comprend très bien, parce que la Chine a toujours été dans ce système de contrôle social bien avant le communisme. Bien avant le communisme, bien avant le communisme s'est fondu en quelque sorte dans un moule déjà préexistant, qui n'était pas forcément en partie, qui n'était pas forcément déterminé, mais qui finalement était là et il ne suffisait qu'à choisir sa voie. Tandis que chez nous, l'Occident, l'Europe, c'est l'homme libre. L'homme libre. L'indo-européen, c'est l'homme libre. Le christianisme valorise l'homme libre. L'homme libre, évidemment libre, dans le cadre... Pas qui fait n'importe quoi. Voilà, c'est ça. Dans le cadre de la marche vers la vérité, vers son accomplissement pour la vie éternelle, le bien, le beau, le vrai. Voilà. Bon. Et aujourd'hui, à vouloir nous implanter ça, non seulement nous allons contre nos traditions, contre l'âme, la spécificité, on pourrait presque dire le génie génétique du monde européen, mais aussi en même temps, on est en train de nous détruire, parce que si on détruit la liberté, avec ses bons côtés et ses mauvais côtés, on détruit la civilisation, on tue l'homme, on tue la civilisation, et on est véritablement aujourd'hui en danger de mort. Donc, ne serait-ce que pour des simples raisons philosophiques, avant d'introduire des raisons politiques, des raisons politiciennes, nous devons combattre à fond tout ce qui est en train de se faire actuellement. Mais ce n'est pas étonnant, puisque ça vient des loges maçonniques, et ça vient de la gnose kabbaliste, et de toutes les gnoses qui ont été à l'origine de tout le monde sataniste, qui finalement, depuis 1789, envahit toute l'Europe. Après, ce qui est sûr, c'est que j'imagine que ces empereurs chinois n'étaient pas pour un empire LGBT aussi, quoi. Il y a quand même quelques éléments de modernité qui se sont ajoutés dans le lot. Non, mais à l'époque, il s'est passé une chose, c'est qu'il y avait une morale naturelle partout. Il y avait une morale naturelle. Ça, la morale naturelle, c'est peut-être la chose, comme le bon sens, c'est peut-être la chose la mieux partagée dans le monde. Parce que la priorité, c'était et maintenant, la plus combattue. De garder le groupe en sécurité. C'était et puis il y avait quand même l'expérience. Mais il y avait le père Lu Cheng, qui était un ancien ministre de la Première République chinoise. Oui, c'est Dom Lu, qui a été ministre et qui ensuite est devenu père d'une abbaye bénédictine en Belgique. Quel parcours! Et pourquoi était-il arrivé au christianisme? Tout simplement
Tout simplement parce que, alors qu'il était apprenti diplomate, si l'on peut dire, il avait été envoyé par le ministre des Affaires étrangères chinois de l'époque, dans les années 1897-1900, en Europe, pour ce motif. Il lui avait dit, les Européens arrivent à nous conquérir et nous dominer, nous qui sommes la meilleure civilisation qui soit. C'est qu'ils ont un savoir, ils ont des connaissances qui nous manquent, que nous n'avons pas. Allez chez eux, étudiez leurs traditions, étudiez leur culture, étudiez la source de leur spiritualité. Il disait même la plus traditionnelle d'entre Et elles. allez chercher effectivement la plus traditionnelle d'entre elles, parce que c'est la plus pure. Inspirez-vous-en, imprégnez-vous-en et ramenez-la chez nous pour que nous-mêmes nous nous en imprégnions. Il fait du mimétisme et bah, forcément ce qu'il a trouvé, Eh bien, Domlou, c'est le catholicisme. Et Domlou a trouvé, et il a trouvé Pas le le catholicisme, et il s'est converti au catholicisme, il a fini prieur d'une abbé bénédictine. Il a raconté son expérience en disant que nous partageons, occidentaux et asiatiques, l'humanisme. Oui. Et il avait tendance à penser que si les occidentaux apprenaient le chinois et assimilaient en partie leurs pensées, ils auraient pu diffuser la leur et convertir un peu tout. Alors, le vrai problème de la pensée chinoise, c'est que c'est une pensée qui fonctionne par association. C'est-à-dire que... Oui, il n'y a pas le mot paysage, non, par exemple. non, Dit, le mot paysage n'existe pas en Chine. C'est montagne, eau. c'est la Eau, contraction. l'eau, la flotte, l'eau. D'accord. Voilà. On Donc, prend les deux mots pour... voilà. Bon, la France, je vais dire une bêtise, mais Fangguo, c'est le pays de la loi. On associe deux choses. C'est une toute autre façon de penser, d'association. Il n'y a pas de verbe en chinois, il n'y a pas de conjugaison. Donc c'est une toute autre façon d'approche. Et effectivement, la notion de concept est propre à l'Occident, est propre à la Grèce. Et la philosophie propre elle-même est propre à la Grèce. Elle n'existe pas En Chine. Pardon, excusez-moi. Elle n'existe pas en Chine. Elle n'existe pas en Chine. Oui, Donc même effectivement, Confucius, ce sont des réflexions extérieures Voilà. sur le monde, l'homme, Oui. la société. mais le père Donglou disait lui-même, Confucius a traité des problèmes de la vie, du point de vue de la morale, du point de vue du bon sens, du point de vue de la réflexion normale, humaine, en disant « je ne parle pas du ciel, je ne parle pas du reste, parce que je n'ai aucune information là-dessus ». Et Donglou lui disait « mais grâce au christianisme, nous avons ces informations, donc nous pouvons compléter le confucianisme ». Là, c'était une réponse un peu agnostique, mais finalement qui laissait une porte ouverte. Voilà. Mais oui, mais non, mais voilà, bon, ce sont des problèmes qui dépassent peut-être l'ampleur du journal d'aujourd'hui, mais ce sont des problèmes fondamentaux. Il y a une chose, mais il faut se le rappeler sans cesse. Il y a trois ordres dans la société, dans une société humaine. Il y a le spirituel, qui informe, qui irradie l'ensemble. Il y a l'intellectuel, qui lui permet D'avoir une expression rationnelle, de l'adapter à la vie courante. Et ces deux éléments réunis informent le troisième élément qui est le matériel, qui est la vie courante. Et sans ces deux éléments supérieurs, le matériel devient fou, devient un petit peu comme cet apprenti sorcier de la ballade de Goethe, il fait n'importe quoi. Ah, après, c'est la dégénérescence. Et tout Et ça. voilà. Peut-être pour passer à la suite même, vous avez diffusé également un gros dossier, je pense qu'on va en traiter brièvement, peut-être qu'il faudra faire une vidéo à part, parce que le sujet me semble très intéressant. C'est votre idée d'une mondialisation nationaliste et non d'une mondialisation mondialiste. Oui, Vous avez un discours historique là-dessus et économique, et à plusieurs aspects. effectivement. Alors, il faut distinguer la mondialisation, qui est un phénomène qui existe depuis l'Antiquité. Aujourd'hui, on nous parle des routes de la soie, et tout simplement, c'est un rappel de ces routes de la soie qui existaient dans l'Antiquité. Oui, des échanges commerciaux Des échanges de l'Empire commerciaux. romain à la Donc, Chine. on peut dire qu'il y avait à l'état embryonnaire une mondialisation à l'époque. Déjà. Bon, si vous prenez, alors qu'à l'époque nous n'en connaissions rien, mais il y avait quand même des contacts qui arrivaient, il y a des relations épistolaires, scripturales de l'époque romaine qui nous amènent des renseignements de l'Afrique, même si c'est très sibyllin. Vous aviez déjà des caravanes transafricaines, transsahariennes qui existaient. C'est une sorte de mondialisation entre le monde sahélien, les proto-sahéliens et puis l'Afrique du Nord. Oui, Donc, ils ne travaillaient pas que de la soie, il y avait la myrrhe, Bien sûr. il y avait des bois précieux. voilà.
Ouais, c'est des échanges. Et puis, comme vous le disiez, cette mondialisation paraît d'autant plus renforcée, accélérée, avec les grandes découvertes maritimes. Avec Vasco les de découvertes Gama, maritimes, Christophe Colomb, Marco Polo, on est etc. passé par les mers, on a avancé progressivement. Cap de Bonne-Espérance, les premiers comptoirs à Mascate, là, dans le Sultanat d'Oman aujourd'hui, c'est portugais. Vous avez le Goa en Inde, puis après vous avez en Chine, Macao. Il y a eu Zanzibar aussi, en fait. Ah, ça c'est beaucoup plus tard, ça c'est beaucoup plus tard. Ça, Zanzibar, c'est Après la fin du Moyen-Âge. Oui, c'est beaucoup plus tard. Ça. Mais donc, nous avons donc. Alors, il y a la mondialisation, et il y a la mondialisation mondialiste qui vise non pas à créer une complémentarité entre les différentes parties du monde, mais à vouloir les fondre en un ensemble commun. Et aujourd'hui, le monde la mondialisation dans laquelle nous sommes, c'est tout simplement vouloir créer un monde sans frontières, comme disent certains, le village planétaire, en supprimant toutes les frontières. En gros, bien c'est ce qui se passe aujourd'hui. Lorsque vous voulez fabriquer un avion, vous avez des pièces qui viennent de l'Inde, d'autres qui viennent de la Chine, d'autres qui viennent du Brésil, et vous assemblez tous les avions quelque part en Europe ou aux États-Unis. Ouais, ça c'est par chez nous, hein, parce que là les Russes, c'est pas tout à fait ce qu'ils font. Non, mais les Russes c'est autre chose. Mais en même Mais temps, je parle de... J'allais dire en effet, il y a donc une mondialisation économique qui n'est pas forcément opposée au nationalisme, comme vous dites, dans le sens où même aujourd'hui, on voit le Japon, la Hongrie, ce type de pays, la Pologne, sont totalement intégrés au système financier mondial, même s'il y a quelques conflits internes avec l'Union et que sais-je, mais ça ne les empêche pas de défendre, d'aimer leur identité, etc. Voilà. Donc c'est pas du tout contradictoire. L'essentiel, normalement pour un peuple, c'est de pouvoir vivre au maximum des productions sorties de son sol et de son territoire. Ça, c'est mieux pour l'autonomie. C'est la première, mais c'est une question de bon sens. Alors, mais vous allez me dire, il y en a qui vont nous dire, mais on a récupéré le maïs d'ailleurs, les oranges, les bananes et autres. Alors, je vais déjà dire une chose, peut-être que ça heurtera les gens, beaucoup de gens, mais notre civilisation a vécu pendant des siècles sans bananes, sans pommes de terre et sans oranges. Ah oui! Oui, bien sûr, on s'en passerait moins. Alors, c'était le commerce des Espagnols, ça, Laurent. Voilà. Oui, mais non, mais je veux simplement dire que lorsqu'on nous dit c'est indispensable à notre vie, non. Alors maintenant, par contre, que ça apporte des éléments à notre existence, un bien-être et autres, et c'est à ce moment-là que le commerce international intervient. Puis en plus, je veux dire, ça c'est le jardinage qui les a créés. Le chou sauvage, voilà. C'est ça. Hein, bon. C'est pas les choux brocolis, les choux-fleurs, les choux romanesco, etc. La vraie richesse, c'est-à-dire qu'effectivement, qu'il y ait des échanges entre les civilisations, c'est tout à fait normal. On vit tous ensemble. On n'est pas autiste. On n'est absolument pas autiste. Et la mondialisation repose aussi sur des théories économiques, notamment celle de Ricardo, qui est celle des avantages comparatifs. Alors Ricardo parlait dans les années 1820 en comparant l'Angleterre et le Portugal. L'Angleterre produisait des textiles à bon marché, et par contre elle ne produisait pas de vin. Tandis que le Portugal, certes, produisait des textiles, mais beaucoup plus chers, parce qu'ils n'étaient pas mécanisés encore, mais par contre produisait d'excellents vins, comme les vins de Porto. Eh bien, pourquoi ne pas faire un échange? Les Portugais achetaient les tissus anglais, et les Anglais achetaient le vin de Porto. Bon. La seule chose, c'est qu'à l'époque, le niveau des salaires entre les deux pays était à peu près équilibré. Donc les échanges pouvaient se comprendre. À partir du moment où vous entrez dans un système où vous avez des pays dont les salaires sont 10, 15, 20 ou plus fois moins chers, moins élevés que ceux de certains pays, et à ce moment-là, vous entraînez des distorsions dans la concurrence. C'est l'histoire de la tulipe. Voilà. Et la mondialisation telle qu'elle est faite aujourd'hui, eh bien, se base sur des avantages comparatifs faussés dans la mesure où finalement, on va aller vous produire des vêtements en Chine et peut-être maintenant au Vietnam et peut-être bientôt en Papouasie, tout simplement parce que les salaires sont 20, 30, 50 fois moins chers que chez nous. C'est le rendement à court terme et d'un autre côté, le fait de considérer aussi que
Tous les hommes de tous les Et pays ce sont sont les, égaux, et sauvages. c'est les mêmes qui vont faire ce genre d'exploitation sauvage et qui vont nous faire de très jolies publicités à la télévision nous disant regardez l'environnement se dégrade, Ah oui, ce sont les les mêmes. petits Et oiseaux justement, qui tombent dans le pétrole. Ils sont très moralistes. Ah oui, oui, là c'est sûr. Ils sont Justement. des évêques de la laïcité. Et justement, cette mondialisation, lorsqu'on entend aujourd'hui, c'est un autre aspect, lorsqu'on entend parler, outre le fait que nous perdons notre indépendance, l'autre fait, c'est que, puisqu'on a affaire à beaucoup d'écologistes, finalement une doxa écologiste qui veut s'imposer partout et qu'à mon avis, là on est en train de chercher, on en reparlera plus tard, mais qui veut en plus prendre une emprise extraordinaire à la suite du coronavirus, puisqu'on entend il faut relancer l'économie, mais en prenant en cause l'environnement, tous les problèmes, enfin en gros, soyons tous verts ou mourons. Donc ne relançons pas l'économie. Et- Ça sert à rien. ou alors si, la relancer, mais au profit de quelques-uns qui vont savoir en tirer bénéfice. Non, non, Qui attention. sauront non, non. dépenser notre pognon. Et voilà. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de gagnants quand même. Ah ben, de toute façon, ce sont toujours des minoritaires qui l'emportent. Et lorsque l'on voit cette situation, on se rend compte que la pollution est extrêmement grande à cause de la mondialisation. Parce que lorsque vous transportez des machines par cargo, voire par avion, depuis la Chine jusqu'à l'Europe, mais ces cargos polluent les mers d'une manière incommensurable. C'est incroyable, Ouais. la manière dont ils polluent les mers. Et cela, alors il y a encore un fait extrêmement curieux, c'est que le pétrole vendu aux cargos qui pratiquent le commerce international, donc qui nous amènent tous les produits de Chine, sont détaxés. Autrement dit, le pétrole acheté par ces cargos coûte quasiment rien. Ne coûte quasiment rien. Donc effectivement, il y a là-dedans quelque chose, double volonté de vouloir nous faire perdre notre indépendance, nous asservir les uns par les autres, et ensuite, financièrement, nous écraser et nous tenir. Et quand on nous parle d'écologie, eh bien moi je veux bien qu'on parle d'écologie, de protection de la nature, mais que l'on commence, puisque l'on parle de commercialisation, de commerce international, que l'on commence à taxer à sa juste valeur le pétrole, ou alors qu'on ne taxe rien chez nous, l'essence que nous mettons, sauf pour l'usage des routes, puisqu'à l'origine la TIPP c'était fait pour ça. Ou alors, eh bien qu'on arrête cette mondialisation et que chacun rapatrie ses Ou la réglementer ses forcément. industries, ou la réglementer fortement. En gros, lorsque l'on regarde l'histoire assez récente, l'économie planétaire pourrait fonctionner de telle manière que la plupart des États pourraient produire entre 80 et 90% de ce qu'ils ont besoin. Donc, si l'on établit un système de ce genre-là, les choses vont très bien fonctionner, avec un inconvénient près, c'est que les financiers qui se servent de la mondialisation vont y perdre tous leurs intérêts, tous leurs bénéfices et leurs pouvoirs. Objection, votre honneur. Si je fais en fait venir des gens par cargo, justement, on en parlait, et que je les fais venir de façon artificielle, donc que je suis un aspirateur à l'immigration, est-ce que ce pays qui aspire à l'immigration partout dans le monde se retrouve pas en surpopulation et donc par conséquent n'est plus capable d'assurer sa propre autonomie, puisqu'il y a trop de personnes sur le territoire et Après, on va chercher. C'est vrai qu'avant c'était un flux mondial de marchandises, Mhm. et maintenant il y a les hommes qui se rajoutent dans Ouais. Ah ben, vous avez le fameux protocole pacte de Marrakech qui Oui. est mais oui, qui est assez récent d'ailleurs. mais cela montre une chose, c'est que C'est avec Macron, ça. le premier élément qu'il y a à combattre dans la mondialisation et qui est la base de la mondialisation, je parlais tout à l'heure d'éléments spirituels, d'éléments intellectuels à la base de tout. Bien, il faut rechercher quel est l'élément de base de la mondialisation. Le commerce est un argument certes important, mais ce n'est pas l'argument fondamental. L'argument fondamental, c'est de vouloir détruire les races des peuples, détruire leur civilisation, leur culture, pour créer un grand tout, un grand magma dans lequel tout le monde se fond. puis, Et quand on regarde la mondialisation, qu'est-ce que c'est, surtout telle qu'elle est appliquée chez nous? Ce sont les droits de l'homme. Ce sont les droits de l'homme, que nous sommes tous semblables, que même un noir il est blanc et qu'un blanc il est noir. En gros, mais en poussant les choses à l'extrême, nous en sommes là. Et que aussi longtemps que nous n'aurons pas mis fin à cette idéologie des droits de l'homme,
et au magistère, c'est qui les emmène, c'est-à-dire le magistère maçonnique, mais aussi le magistère du judaïsme politique. Et il faut en parler de celui-là, c'est-à-dire que le judaïsme politique, pourquoi est-il là? C'est que le judaïsme propose une chose, c'est de maintenir la pureté de la race juive, mais par contre, laisse les autres peuples pouvoir se mélanger sans discernement, il n'en a rien à faire. Car le vrai problème, c'est le judaïsme talmudique. Voilà. Et entre ça, et tant que l'Europe ne sera pas réchristianisée et n'aura pas rétabli le magistère chrétien en Europe, eh bien, nous ne nous en sortirons pas. Et le combat se place d'abord au niveau spirituel, décliné en intellectuel, avant de se placer au niveau économique. Par contre, s'il y a une crise économique du mondialisme, une crise économique du commerce international, eh bien, à ce moment-là, il y a effectivement un effet de levier qui permet de reprendre la main du point de vue spirituel et de renverser la vapeur, si l'on peut dire, de renverser la table telle qu'elle a été établie au moins depuis 1945, sinon depuis les années 1913 aux États-Unis et puis 1918 en Europe. Mais il ne faut pas oublier une chose, le fond de l'affaire est toujours spirituel et intellectuel, et les questions économiques, finalement, ne viennent qu'en substrat, même si effectivement ce sont celles que l'on voit en premier et que l'on subit. Ouais. Moi, je vois les éléments déclencheurs, comme je vous l'ai dit. En fait, on avait parlé d'une charge explosive et d'un détonateur, donc tout ça est fait bien de façon volontaire. Et il y a les nouvelles machines qui arrivent. Il y a l'ordinateur quantique qui va leur ouvrir des possibilités de contrôler cette pastille. Quel est vraiment le gros problème? Il y a 7 milliards d'habitants, non mais il ne faut pas me dire avec les petits ordinateurs aujourd'hui qu'on a actuellement, vous savez, ça va pas être facile de suivre 7 milliards d'habitants. Non, c'est sûr. Donc ils sont là en train de mettre en œuvre les moyens techniques, justement, cet ordinateur quantique, lui, il possédera les capacités de traitement d'information. Parce que qu'est-ce qu'il faut? Qu'il ait la rapidité de traitement d'information, faire du suivi en temps réel, pourquoi pas? Et ça, en fait, dans des villes où il y a 10, 20, 30 millions d'habitants maintenant, hein, c'est énorme. Hein. Donc ça fait vraiment beaucoup d'informations à traiter. Et donc comme ils vont y arriver, ils y arrivent techniquement. Et je pense que c'est ça aussi qui est à l'origine de tous ces chamboulements. Parce que vous savez que notre vie, c'est top départ, ça y est, on est prêts les gars, l'ordinateur quantique, il va sortir dans 1 an, on va bientôt pouvoir suivre tout le monde à la trace en temps réel. Et ben allons-y gaiement, on est là, c'est un Covid-19. Justement. C'est pour cette raison que dans Militant, nous avons consacré tout un article, un dossier d'ailleurs, c'était en mars, à l'intelligence artificielle. Oui. Alors l'intelligence artificielle, beaucoup en parlent, sans trop savoir de quoi il s'agit. Je pense que nous pouvons en dire quelques mots. De l'intelligence artificielle. Je l'avais noté dans le dossier. Vous l'aviez noté. Alors, c'est très bien. Eh bien, l'intelligence artificielle, c'est tout simplement vouloir créer de manière artificielle, comme ça le dit, une intelligence qui clone l'intelligence humaine, mais qui, à la limite, la supplante. Alors, c'est un vieux rêve, c'est en gros, à l'origine, c'est une prothèse de l'intelligence humaine, c'est pour l'aider à décider, de l'aider à réfléchir. La seule chose, c'est que pendant longtemps, ce système, ces idées-là sont restées quasiment lettres mortes, parce qu'on ne disposait pas des moyens. Oui. On ne disposait pas des moyens. Alors que là, les moyens techniques commencent à... Oui, ça arrive, hein, c'est émergent. Voilà. Dans les années 1945-1950, il y avait eu ce qu'on appelait le développement de la cybernétique, qui étudiait les systèmes complexes et étudiait les relations d'information qui se produisaient entre eux. Et à l'époque, il y avait un certain Alan Turing, qui était connu surtout pour avoir décrypté le système de codage allemand, la machine, qui avait développé ce qu'on appelle le concept de la machine de Turing. Le système de la machine de Turing consiste à penser une machine qui va être capable de penser de telle manière qu'un auditeur extérieur, ne sachant pas à qui il s'adresse, va être incapable de savoir s'il s'adresse à une machine ou à un homme pour discuter avec lui. C'est la machine de Turing. Alors, vous me direz, aujourd'hui, nous n'en sommes pas encore là. J'avais consacré d'ailleurs on explique ici toute la machine de Turing,
comment cela fonctionne. Mais seulement, cette machine de Turing, finalement, aujourd'hui, est en route d'une certaine façon, dans la mesure où nous avons hérité de cette notion de feedback, c'est-à-dire de boucle de rétroaction positive, excusez-moi, c'est-à-dire de système auto-apprenant, c'est-à-dire une boucle de rétroaction, c'est-à-dire que nous nous instruisons au fur et à mesure que nous tirons bénéfice et substance des erreurs que nous commettons. C'est déjà le cas, vous savez, c'est déjà le cas en fait, parce que... Mais justement, c'est le système du machine learning. Eh bien, une fois, enfin, mon ami rentre avec un petit objet à la maison qu'elle avait eu pour son comité d'entreprise. C'est la Google Talking. Alors, enfin, je ne sais pas, c'est une espèce de petite boîte ronde faite par Google. Et en fait, on dit Hello Google, dis-moi la naissance de naissance de Descartes. Alors Google, il va chercher sur. Mais en fait, on peut aller un petit peu plus loin de ça et essayer d'être un petit peu piquant avec cette machine. Et je peux vous assurer que déjà là-dedans, il y a déjà des programmes assez vicelard, parce que moi j'ai poussé un petit peu cette bestiole-là, et au bout d'un moment, elle vous dit stop, hein, ça suffit, tu m'as assez posé de questions comme ça, et la machine commence à vous faire tourner en rond. Voilà. Et elle a presque des réflexes, si vous voulez, on lui inculque des réflexes psychologiques. Et le pire, c'est que par rapport, disons, au projet initial de l'intelligence artificielle, les succès que nous connaissons aujourd'hui sont une infime partie du programme prévu à l'origine. C'est ce qu'on appelle l'intelligence connectiviste. C'est quelque chose de très particulier. Ce sont des systèmes auto-apprenants qu'on appelle le machine learning. C'est-à-dire que ces algorithmes, fondés sur donc, des algorithmes mathématiques, ne fonctionnent véritablement que lorsque l'on a des centaines de milliers, voire de milliards de données. Or, avec le développement de l'Internet, cette matière première, cette masse de données, elle existe. Et à partir de là, toutes ces machines peuvent arriver à fonctionner, à constituer des typologies, à analyser les choses, et finalement, en les analysant, en les constituant, parviennent à se substituer, par certains cas, à l'intelligence humaine. Alors ce sont des domaines très particuliers, très précis, très réduits, mais les percées qui sont faites font que finalement l'homme en arrive à se soumettre à la machine. Et l'idée extrêmement grave qui se pose, c'est que jusqu'à présent, les machines de l'intelligence artificielle s'occupaient des tâches matérielles uniquement. Elles secondaient l'homme et multipliaient ses forces. Aujourd'hui, elles se substituent à l'homme. Par exemple, il est assez étonnant que dès les années 2000 d'ailleurs, des machines arrivaient à vaincre des joueurs d'échecs chevronnés. En 2017, c'est la machine AlphaGo qui a réussi à vaincre les meilleurs joueurs de jeux de Go existants au monde, alors que le jeu de Go est réputé, je ne connais pas les règles, mais le jeu de Go est réputé comme plus complexe et que le jeu d'échecs. Donc, à partir de ce moment-là, comme ces machines ont une approche non déterministe, c'est-à-dire que vous pouvez les paramétrer, vous pouvez leur donner des éléments de base, mais seulement après, d'elles-mêmes, elles se développent. C'est-à-dire que si vous programmez une machine traditionnellement, vous lui dites de faire ça, elle va faire ça. Tandis qu'une machine non déterministe, vous la programmez, mais elle va le faire un petit peu ce qu'elle veut et va s'adapter à la situation telle qu'elle se présente. Donc, en gros, progressivement, elle échappe à l'homme. Elle apprend. Elle apprend. C'est une machine qui apprend. C'est une machine qui apprend. Alors, à ce moment-là, vous avez, par exemple, ce système, ça nous amène au système de reconnaissance de voix, de reconnaissance d'image, de reconnaissance vocale. Toutes ces choses-là existent déjà, c'est lié à cette approche non déterministe. Alors évidemment, vous pensez bien que toutes ces choses avancent avec le temps. Très très rapidement. Avancent extrêmement rapidement. Oui. Moi j'étais bluffé en fait de voir que la machine va vraiment vous catégoriser en fait. À la troisième question un peu acide, et en fait, c'est la fonction. Lui, à la troisième ou quatrième question, tu ne peux pas lui faire tourner Google, la machine Google comme ça. Déjà, et vous avez le filtrage des données. Le filtrage des données qui fait qu'aujourd'hui, ça rend possible
scélérate loi Avia. Ah ben bien sûr. Oui, Justement, en fait, on rebelote en fait l'ordinateur quantique. C'est la merveilleuse machine qui va en C'est fait lié, permettre de stocker en fait toutes ces informations et de les faire ressortir Et en de les temps faire réel. ressortir en temps réel. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, et cette fameuse loi Avia est basée là-dessus, en sorte qu'en plus qu'elle demande aux producteurs de réseaux sociaux comme Facebook de retirer dans les de 24 retirer heures. eux-mêmes, de faire eux-mêmes leur propre autocensure à partir de leurs propres algorithmes, de leur propre système de Ah, mais tri. il faudrait des moratoires, je vous assure. Mais comme les Parce que robots, c'est- d'ailleurs, c'est la dérive. Comme les Mais robots ont une pensée catégorisante, ils risquent de discriminer, donc ils essayent aussi de les... Et le problème de fond, il est là. Le problème de fond est là. C'est un dilemme à la limite. C'est que vous avez des machines d'intelligence artificielle qui peuvent être réputées supérieures à l'homme, en ce sens qu'elles ne connaissent aucune émotivité. L'homme va réagir à des affects, à des éléments environnementaux, la machine, Les émotions. des émotions. Donc, l'homme est faillible, tandis que la machine, elle, n'ayant pas, si on peut dire, ce travers, elle est quelque chose de fiable. On va arriver, vous allez voir, sur des métropolis ou alors Et justement, le danger, c'est qu'à partir du moment où vous confiez la solution d'un problème à une intelligence artificielle, qui est considérée, disons, comme supérieure à l'homme, pour lui l'aider à décider, mais en réalité, c'est elle qui décide. Oui, c'est la bête qui se retourne Alors, contre son créateur. à partir de ce moment-là, Là, ben, tiens. c'est une sorte de golem, si on peut dire. C'est ça. Et à partir du moment où cette machine est réputée, disons, moins infaillible que l'homme, à partir du moment où vous allez vouloir la discuter, c'est vous-même qui allez être en tort. Et on arrive dans un cercle diabolique, parce que c'est la machine qui décide de tout. Mais après, Alors, où se trouve le déterminisme humain, si on veut dire? Mais il se trouve à l'origine. Il se trouve dans la définition des algorithmes. Parce que c'est quand même une création humaine. Donc, à l'origine, il y a la une définition. fois qu'elle est lancée, Une fois qu'elle est lancée, on ne peut rien. Mais c'est ça. le malheur, c'est que trop souvent, on oublie que c'est un homme qui a créé la machine et on oublie les présupposés intellectuels, métaphysiques, qui ont été à l'origine de la création du logiciel, de l'algorithme que l'on utilise pour donner la décision. Dans l'Odyssée de l'espace, à la fin, ben, le monsieur il est obligé de déconnecter cette vilaine machine. Donc, le gros problème qui se pose aujourd'hui, c'est finalement, alors, on emploie le bien grand mot de déontologie, mais c'est surtout un problème de religieux, un problème Oui, de métaphysique. philosophie. Après, vous dites qu'il y a quand même, pour ce qui est de la robotisation, par exemple, des avantages aussi. Et pas que des inconvénients. Non, mais bien sûr, il y a des Ce avantages. qui vous déplaît, c'est l'utilisation qui est faite. En fait. En toute invention, il y a un bon côté et un mauvais côté. On cite souvent l'exemple de la télévision. La télévision vous permet de voir le monde entier, mais de l'autre côté, elle vous infecte de toutes les plus mauvaises choses qui existent dans le monde. Ça dépend ce qu'on en fait. Mais seulement, il faut être conscient de ce problème de l'intelligence artificielle qui, à terme, peut arriver à guider le monde sans qu'on se préoccupe des présupposés métaphysiques et philosophiques qui sont à l'origine, si on veut dire des non-dits, des gens qui ont conçu les algorithmes, qui ont conçu les systèmes de pensée. Et ça, c'est un des enjeux majeurs de notre époque. Et ce que nous sommes confrontés avec la loi Avia, avec tous les problèmes de puçage électronique et autres, eh bien, se retrouve là. Oui, combiné avec... Voilà. Donc, ce sont des problèmes fondamentaux qui, à mon avis, sont relativement peu traités. Et les milieux spirituels, religieux qui devraient aborder ça, à mon sens, à moins que je sois totalement sont ignorant assez de la dépassés, question, oui, il me semble. sont dépassés et sont surtout aux abonnés absents. Donc nous avons un travail fondamental à faire. Il y a une corruption aussi. Voilà. Par contre, comme on ne combat jamais une machine frontalement, mais que l'on combat une machine en entrant dans sa logique pour la pourrir de l'intérieur, si l'on veut dire, ou la contrer de l'intérieur, ce serait nous autres nationalistes, mais malheureusement pour le moment nous ne sommes pas nombreux, mais ce n'est pas parce que nous ne sommes pas nombreux que nous ne devons pas tenter l'affaire. Nous devons, en tant que nationalistes, entrer dans cette logique pour, à notre tour, créer ces algorithmes, créer ces systèmes de pensée qui, à terme,
doivent contrer le système mondialiste mis en place et utilisé par ces algorithmes. Ça peut être réutilisé, oui. Mais justement, nous devons penser, nous devons travailler ces choses-là. Trop souvent dans nos milieux, nous disons « Oh, c'est fini, c'est perdu ». Non, nous n'avons rien perdu. La seule chose, c'est que nous manquons de combativité. Et nous manquons de gens qui refusent ou qui ne savent pas mettre leurs compétences au service, tout simplement, de l'idée nationaliste, mais au-dessus de l'idée de l'homme et de l'idée de l'homme européen, de la race blanche, de notre race indo-européenne et chrétienne. Voilà. Voilà, mais c'est le fond de l'affaire. Et si j'avais un message à faire passer là, c'est tout simplement que nous devons connaître les travers de ce système de l'intelligence artificielle. Nous devons la connaître mieux que les autres, mais seulement nous devons entrer dedans pour la contrer et à notre tour l'alimenter de telle façon que nous asphyxions nos ennemis. Bah seulement ça, c'est vraiment, vous savez, des coquins qui se cachent derrière, en fait, si vous voulez, des secrets, des secrets militaires. Hein. Parce qu'en fait, si vous voulez, bah oui, bah là, en fait, on est confronté à un problème technique, c'est que ces gens-là, ils vont avoir vraiment des longueurs d'avance sur nous, parce qu'ils sont en train de concevoir, vous savez, les logiciels, donc le protocole, pour discuter avec cette machine. On en est là avec l'ordinateur quantique. C'est-à-dire quand la machine, on voit à peu près le procédé technique, c'est bon. Seulement, en fait, c'est le protocole. C'est-à-dire que c'est une machine qui est tellement complexe, il va falloir adapter un langage avec elle. Et ça, ce travail-là, il a déjà commencé depuis plusieurs années en amont. Et quand, en fait, ils vont sortir la machine en question, eh ben, malheureusement, il y aura une ou deux industries dans le monde qui seront capables de décortiquer ce truc-là. Il est sûr qu'il y a ces problèmes-là. Mais alors, maintenant, je vais aller plus loin. Il faut reconnaître quels sont les talons d'Achille du système. Ce sont des systèmes extrêmement énergétivores. Bon. À un moment ou à un autre, il y a toujours une rupture en termes d'énergie. Il y a toujours un talon d'Achille dans un système. Il s'agit de le trouver et il s'agit justement de taper à cet endroit. Vous avez le talon d'Achille, vous avez la feuille de Siegfried dans le dos, il faut savoir la trouver. Et c'est notre travail. Rien n'est perdu. Il faut savoir en plus qu'un monde comme celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui est un monde d'obédience satanique, d'obédience démoniaque, est un monde qui va contre l'ordre du monde. Et à un moment ou à un autre, il va s'effondrer, il va avoir des problèmes. Et nous, justement, nous devons nous préparer, nous devons garder la tête froide, ne pas refuser les éléments qui nous sont donnés, essayer de les utiliser à notre avantage et rester combatif. C'est celui qui restera combatif, qui ira jusqu'au bout, qui ne désespérera pas, qui emportera la victoire. Nous, je n'ai pas peur de le dire, nous autres nationalistes, parce que nous sommes fondés sur le réel, nous sommes fondés sur les traditions, nous sommes fondés sur l'expérience de l'histoire, nous détenons la vérité. Et que les gens nous disent c'est une forfanterie. Non, nous détenons la vérité parce que nous sommes fondés sur l'héritage de l'histoire, sur l'expérience. Et face à des gens qui sont des apprentis sorciers, à terme nous gagnerons, à une condition, c'est que nous soyons préparés, que nous ne baissions pas nos armes, que nous ne baissions pas notre garde, et que surtout nous nous instruisions de telle manière que nous entrions en sympathie avec leur système pour mieux le bloquer. Et d'ailleurs, c'est une idée même chinoise, ça, c'est une idée chinoise. Les Chinois, le général chinois ne va pas combattre frontalement l'ennemi, il va entrer en sympathie avec son système et il va l'accompagner et se donner les moyens de le bloquer. Et normalement, il va faire en sorte que le système de l'ennemi s'effondre lui-même. Et à la limite, si vous engagez la bataille, c'est que vous êtes un mauvais général. Parce que si vous êtes un bon général, le système doit s'effondrer de lui-même. Le comprendre pour le détruire de l'intérieur ou le dévier. Voilà le fond de l'affaire. Donc peut-être ce que je dis aujourd'hui, ça paraît pour certains un doudingue ou ce que l'on veut, mais c'est le fond des choses. Non, c'est le fond des choses et personne n'en parle jamais. Je trouve au contraire que vous n'avez pas un métro de retard. C'est vrai que défendre l'agriculture à l'ère industrielle ou des choses comme ça, c'est très bien, mais il faut accepter les différentes étapes que l'on a passées et les ordonner, quoi. Le monde est ce qu'il est. Il existe, il y a des éléments, il y a des moyens. Et disons-nous que si aujourd'hui existe l'intelligence artificielle et l'ordinateur quantique, c'est tout simplement parce que la civilisation chrétienne a sorti l'humanité de la stagnation scientifique et intellectuelle. Donc, il n'y a pas de raison qu'en retournant aux racines métaphysiques, aux racines spirituelles qui ont été à l'origine de ce développement intellectuel, qui aujourd'hui est devenu fou, nous ne parvenions pas à l'emporter et à le maîtriser et à le chevaucher.
Ce sont ces choses, je le répète sans cesse. C'est le spirituel qui l'emporte, qui prime sur le reste, qui informe l'intellectuel, qui lui-même domine et crée le matériel. Est-ce qu'on va passer aussi au sujet de la Oui, droite oui, oui, radicale allemande, par exemple, qui, pour le coup, est peut-être un peu original, mais ça permettra aussi de Alors, développer un peu vos analyses. oui. Alors, la droite radicale allemande. Un peu les différences avec la France pour qu'on comprenne qu'est-ce que c'est actuellement au niveau des partis, des mouvements. La répression est plus dure chez eux aussi. La répression est beaucoup plus dure, effectivement, Ah oui, en Allemagne. la finit tout de suite en tôle. Les Allemands, si on en croit les vainqueurs de 45, et surtout les vainqueurs spirituels de 45, sont coupables éternellement. Ouais. Ils doivent payer éternellement, C'est ça. ramper éternellement. Mais moi, j'allais dire, malgré le régime démocratique, ils conservent des notions assez autoritaires. En fait. Il y a le philum allemand qui demeure, si l'on peut dire. C'est ça, oui. Le génotype allemand qui demeure, même si aujourd'hui il y a un phénotype très altéré. Aussi, oui. Et qui n'est pas non plus robotique, quand même, à ce point-là. Et en Allemagne, effectivement, bon, les Allemands aujourd'hui, lorsqu'on aborde certains sujets, j'ai pu le constater par moi-même, on nous dit chut, chut, n'en parlez pas, vous vous rendez compte, vous n'allez pas aborder tel sujet. Pourtant, ça fait partie. Non, 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 pitié, n'en parlez pas. Ouais, C'est surtout. il y a un gros travail. Mais c'est surtout chez des personnes âgées. Oui, Ils vivent parce que- encore le traumatisme de Bah l'après oui. 45. Bah, Oui, nos parce qu'ils parents ont vu aussi avant. Nos parents l'ont vécu, enfin moi je suis absolument désolé. Hein, Dans une version peut-être un peu moins... cette libération, en fait, Mais ouais. c'était un feu d'artifice final, hein, quand même. Hein. Oui, bon, même si ça déplaît, on peut dire que l'Europe traditionnelle est morte en 45. Oui, oui. Voilà. C'est Bah, tout. c'était les fascismes, excusez-moi le terme, c'est un peu comment faire perdurer le cas d'une société contre-révolutionnaire à la période moderne. Quoi. C'est un peu ça. Les fascismes, Pour faire ça. les différents fascismes, sous quelque forme qu'ils sont apparus, sont en gros une réaction désespérée d'un monde, et désordonnée aussi d'un monde qui refusait de se voir disparaître. Voilà. Bon. Et, On a vu les effets après la défaite. et donc en Allemagne, même aujourd'hui, il se passe une chose, c'est qu'il y a les jeunes générations, au moins pour une partie, qui commencent à réagir en disant nous existons, on va quand même pas nous reprocher 12 années de notre histoire, alors qu'il y en a plus d'un millier derrière nous. Hein, voilà. L'histoire allemande avec le Saint-Empire, ça va. ils ont Avec le quelques Saint-Empire, gloires, écoutez, intéressantes. écoutez, même le Saint-Empire, même on peut remonter à Charlemagne, on peut remonter à Widukind et Charlemagne, et puis après à Henri Loiseleur, aux Ottonides, voilà, Hohenstaufen et j'en passe. Oui, mais aujourd'hui, donc il y a des Allemands. Et les Allemands, surtout les jeunes générations, commencent à se dire, l'Allemagne, et nous, les Français, on peut dire la même chose, c'est notre terre. C'est la terre de nos pères, c'est la Oui, terre de nos ancêtres. on se rend compte qu'on est plus créanciers que va débiteurs. peut-être Mais- pas porter des crimes pendant et- 500 ans non. non plus, peut-être. Quoi, Et- tu vois, Mais c'est la terre de nos pères et de nos ancêtres. Et aujourd'hui, avec l'invasion que nous subissons, mais on va nous chasser de chez nous. Mais où pouvons-nous aller? C'est notre terre, c'est à nous. Les migrants, c'est nous. Et voilà, donc si on va s'en aller où? C'est notre terre, on va la défendre jusqu'au bout. Je me souviens de Meir Habib qui disait ça. Oh, mais pourquoi vous critiquez Israël? C'est la seule terre des Juifs. S'il n'y a pas ça, on n'a plus rien. Bah, Ah, et, si. et les autres Ah si, les Juifs, moi je leur propose le Birobijan. D'ailleurs, Staline leur avait proposé. Il y en a encore 300 000 là-bas. Apparemment, bon, le climat peut-être pas des meilleurs, mais après tout, pourquoi pas? C'est un Birobijan. Il y a même une guerre du Transsibérien dessus. Oui, ouais, c'est ça. Ah oui, mais non, mais bon. Alors aussi, la droite radicale allemande, j'ai l'impression, est moins bavarde et plus agissante, Alors, et voire violente, parce qu'il y a eu en effet Mais- quelques attentats. oui. Alors, vous devez penser à l'attentat de Hanau. Ouais, ça c'est l'un des récents. Même ce politicien gauchiste qui avait dit, ah oui, bah justement, oui, les Allemands de souche qui sont pas d'accord avec l'immigration, qui quittent l'Allemagne. Qui quitte l'Allemagne. Et voilà, un type d'extrême droite lui a carrément mis une balle dans la tête. Ah ben, est mais allé le c'était chercher un en bas de juge. chez lui. Ah, écoutez, c'était un traître. Qu'est-ce que vous voulez? Une trahison. Alors le truc, c'est vrai que ça se le comprend. prochain gauchiste qui veut dire ça, il réfléchira peut-être à deux fois, parce que là, il faut Oui, vraiment mettre ça alors- au but, quoi. Alors, justement. Non, en France, ça. Non, mais Non, en oui, France, mais c'est la... C'est la norme. C'est la...
Mais il se passe une Danseuse chose. ballerine, tu fais ce que tu veux. Il se... il se passe une chose. C'est que face à ce phénomène, disons, de mise en danger de trois races, si l'on peut dire, au terme générique, hein, Ouais, pas... Oui, ça peut vouloir dire un Culture, groupe. Il y c'est a un plusieurs groupe. synonymes. Voilà, voilà. C'est vrai, il y a deux cartes qui se superposent. Il y a la carte en fait humaine, et puis Voilà. il y a la carte aussi géographique, quoi. Parce que c'est aussi la zone géographique. Voilà, qui la est zone- intéressante. Oui, oui, on Bon, parlait pas forcément mais de génétique. Disons, lorsqu'on a à défendre un territoire, que l'on a à défendre son passé, son histoire, ce que l'on est, et que l'on se voit envahi de partout, eh bien, nécessairement, les gens réagissent. Alors, vous avez la réaction première, qui est celle de ce qu'on appelle les partis populistes. Oui, On a, en France, vous avez le Front National, c'est aussi une réaction passionnelle. vous avez la Liga en Italie, La Lega. et en Allemagne, vous avez Alternative für Deutschland. C'est Et en Espagne, on peut pas Vox, mettre les partis Vox. communistes et autres, les agités du bocal, on peut pas les mettre non plus. Il y a dans du les partis populisme de gauche, c'est Mélenchon et le mouvement 5 Éventuellement, étoiles. mais Voilà. par certains côtés, le mouvement 5 étoiles, Je Mélenchon, fais du bocal. et même bon, actuellement, quelqu'un comme, comment il s'appelle le philosophe là? Ah ben, Bernard-Henri Lévy. Non, le Normand, là, oh, le nom de Ah, Michel Onfray. Ah, Michel Onfray, l'autre, ce sont des gens qui finalement sont enracinés. Michel Onfray, Le Normand. Mais oui, mais pourquoi Michel Onfray aujourd'hui est en train de migrer de l'extrême gauche vers l'extrême droite? Il n'a pas fini son chemin, encore un peu d'effort et il y arrivera. Et Kubovitz n'a pas dit que c'était Jacques Doriot. Ah non, il l'a dit pour Mélenchon. Oui. Non, mais ça viendra, ça viendra. Il va y arriver à se faire virer de la télévision, c'est tout. Mais Michel Onfray, bon, c'est quelqu'un qui est enraciné dans sa Normandie natale. Et à partir de là, il a entrepris une réflexion, mais c'est la terre de mes pères, c'est la terre de mes ancêtres, ces paysages, ce sont eux qui l'ont façonné. On veut m'empêcher d'aimer ça, on veut m'enlever ça, on veut progressivement détruire le peuple, mes ancêtres et autres. Ça ne marche pas. Mais c'est une réaction naturelle d'exil, de survie. Et à partir de ce moment-là, ben, vous avez la même réaction partout, en Allemagne, en France et dans tous les pays. Alors donc vous avez cet aspect politique de la chose, sous la forme de ce qu'on appelle, en Allemagne, c'est l'Alternative für Deutschland, l'AfD. Oui. Vous avez des gens qui réagissent politiquement, vous avez des mouvements, disons, alors on pourrait dire nationalistes, en ce sens, qu'ils vont réagir d'une manière plus directe en disant les élections elles sont tenues par le système, on n'arrivera à rien. C'est Comme vrai que dit- l'AFD a deux tendances, et il y en a une qui est très libérale. Voilà. Et l'autre Ouais. électoraliste. Et comme disait Oui, Coluche, l'autre peut-être un peu plus dur, voilà. mais bon. et comme disait Coluche, si les élections C'est servaient à noyé, quelque chose, il y a longtemps qu'on les aurait supprimées. Donc il y en a beaucoup qui réfléchissent en se disant les élections ça ne marche pas. Et ils font une démarche plus profonde, de type Plus radicale, on dirait. plus radicale. Alors bon, c'est ce qu'on appelle alors là vraiment l'extrême droite, si l'on peut dire. Bah oui, puisque déjà l'AfD c'est l'extrême droite. Hors galaxie, oui. Hors galaxie, voilà. Alors ces gens-là, alors il y en a qui ont compris tout, qui ont compris partiellement les problèmes, mais une réaction plus radicale. Plus ou moins instinctivement ou intellectuellement, ça peut être les deux Voilà. d'ailleurs. Et dedans, bah, vous avez des gens, encore, qui vont dire bah, il faut que je fasse quelque chose, personne ne fait rien, il faut qu'on réagisse. Vous êtes tous des lâches, moi je vais faire quelque chose. Alors vous avez eu en Norvège le fameux Andras Breivik, qui lui a dit bon bah c'est la classe politique qui nous détruit, eh ben je vais éliminer au moins la pépinière de la future classe politique. C'est vrai qu'il a tiré sur les Bon, gauchistes. voilà. Bon, alors à ce moment-là, Andreas Breivik n'a fait que de s'attaquer à la cause efficiente. C'est d'ailleurs la classe politique. Aux effets, pas la cause. Bon. La classe politique. Non, en c'est devenir. la classe agissante, si on peut dire, celle qui va venir, mais qui est, disons, l'élément actif du problème. Nous, en France, il faudrait qu'on fasse, pour faire la même chose, il faudrait faire ça le jour de la Gay Pride, quoi, comme ça, enfin, on est Oh. sur le salon du J'en monde. sais rien, j'en sais rien. Les Mais idées de le, gens. mais le problème. Et ensuite, vous avez des gens comme le fameux Triangle rose. Tobias. Vous avez le fameux Tobias Ratien, qui, en Allemagne, à Hanau, s'est mis à tirer sur les immigrés en disant c'est ceux-là qui nous posent problème, il faut les éliminer. En réalité, ils s'en prennent à la conséquence, mais ils s'en prennent pas à la cause non plus. Ils s'en prennent. Et s'il n'y avait pas des gens pour les faire laisser Il est sorti, rentrer, d'ailleurs, le encourager. site, Oui, mais ce gars-là, en plus, alors ce qui m'avait amusé, si on peut dire à l'époque, on l'avait accusé d'hitlérien, raciste, antisémite, Oui, c'est nazi, pour- tout ce pour qu'on veut. Breivik aussi. hein. Lorsque l'on lit son manifeste, CV, ouais. son manifeste qu'il avait fait avant d'aller commettre son attentat,
Il n'y a aucune référence à tout ça, c'est simplement un gars un petit peu devenu paranoïaque par un monde finalement complètement déboussolé, anxiogène, qui finalement a tenté de faire quelque chose. Alors, il y a des mauvaises langues qui disaient qu'il sortait de loge maçonnique aussi. Alors, il faut replacer ça dans un contexte beaucoup plus large. Ces gens-là sont simplement des symptômes d'une civilisation malade, affaiblie, et attaquée de l'intérieur par ses propres dirigeants, qui laissent venir des éléments étrangers, des éléments conquérants, qui finalement... Avec une poussée démographique qui peut faire changer le modèle. Qui peut faire changer le modèle, et social. Qui finalement constitue objectivement une agression contre la nation existante, les nations européennes. Alors, ça c'était... Avec son petit lot d'attentats. Et il faut bien voir que nous sommes entrés dans ce cas-là, ces attentats sont les prémices d'un combat ultérieur. Ce sont des signes avant-coureurs. Ce sont des signes avant-coureurs de quelque chose de beaucoup plus important, de beaucoup plus grave, qui va se traduire par une cristallisation progressive des communautés. D'un côté, comme on dit, les sous-chiens, et de l'autre côté, les halogènes. Même si eux-mêmes ne sont pas unis, les halogènes, entre eux. Non, parce qu'il y a énormément de nationalités, mais contre les Français de souche, ils pourraient... Et alors, on va voir de manière intermittente des attentats à droite, des attentats à gauche, progressivement, peut-être groupés. Il va y en avoir 2-3 pendant 3 mois, puis après plus rien pendant 6 mois. Et puis ça va reprendre, mais là, il va y en avoir 6 pendant 3 mois. Puis ça va se ralentir. Et ça va reprendre jusqu'au moment où tout va s'embraser. Et ça, ce sont les problèmes. Et là, ce n'est pas une question de vouloir que ça arrive comme ça, c'est simplement une observation des faits qui se produisent normalement dans l'histoire, dans les sociétés pluriethniques. Alors, à ce moment-là, après, il y a l'élément décisif où les peuples envahis l'emportent et chassent les envahisseurs, ou alors se font battre par les envahisseurs. Oui, c'est vrai, il n'est pas question de dire il y a la guerre civile, il faut l'éviter ou quoi. Non, c'est juste il y a un phénomène naturel. Un phénomène, disons, historico-sociologique qui se produit, et il faut l'analyser de cette manière-là. Donc, dire c'est pas beau, c'est pas ci, c'est pas ça, non. Ce qu'il faut, c'est s'en prendre à nos classes politiques, à l'oligarchie en place, qui nous trahit et qui nous détruit. C'est celle-là qu'il faut combattre. Et quand je parle de l'oligarchie, c'est pas uniquement le personnel politique, ce sont ceux qui sont au-dessus, ceux à qui ils rendent des ordres. Le vrai problème, et c'est tout, une fois de plus, c'est un combat intellectuel, un combat spirituel. Après, vous avez parlé, c'était notamment dans la dernière feuille, de fonder une industrie nationale forte. C'était un peu à propos aussi avec le projet de mondialisation nationaliste. Oui. Donc, qu'est-ce que vous pouvez en dire là aussi Ce que je peux dire, au mieux, c'était tout ce que l'on peut produire. On a un petit peu touché à ça. Mais... oui, mais tout ce que l'on peut produire chez nous, de manière correcte, sans, par exemple, mettre les orangers sous serre, par exemple, de manière naturelle, eh bien, on doit le faire chez nous. Et on doit, autant que possible, rechercher des circuits de proximité. Il n'est absolument pas normal que des grandes agglomérations ne soient pas nourries, comme par le passé, avec une ceinture maraîchère, qu'on soit obligé de faire venir tous les produits des 4 coins de l'Europe ou du monde. Alors, je veux bien que l'on fasse venir des cerises de Château-Renard, du Vaucluse et autres, à certaines périodes. Je veux bien à travers l'Europe qu'il y ait des échanges, mais c'est tout à fait normal. Mais que l'on ait détruit, les saisons, oui, on peut le comprendre. Mais que l'on ait détruit les ceintures maraîchères qu'il y avait autour de nos villes, c'est stupide, c'est bête, mais c'est criminel. Notre indépendance. Voilà. Donc, lorsque l'on parle de... Voilà, et la véritable mondialisation, eh bien, elle doit se limiter au subsidiaire et non pas au principal. C'est-à-dire qu'on doit importer ce qu'on ne peut pas produire chez nous de manière raisonnable, mais que tout ce que l'on peut produire chez nous de manière raisonnable, eh bien, on doit le faire par nous-mêmes. On doit se subvenir par nos propres moyens. Et tous les peuples doivent le faire. Et dans une mondialisation telle que nous devons normalement l'envisager, il n'est absolument pas exclu de former des populations, par exemple d'Afrique, qui n'ont pas les techniques que nous autres, pour pouvoir justement leur permettre eux-mêmes de les acquérir et de se développer dans leur pays et d'arriver à faire quelque chose. Alors je sais très bien qu'il y a une bombe démographique sahélienne, extrêmement importante, mais ce n'est pas une raison pour tenter l'affaire de fixer ces populations sur place pour qu'elles puissent vivre dans leur pays. Et cesser de migrer. Et cesser de migrer, parce que
On a beau dire ce que l'on veut, oui, le migrant c'est ci, c'est ça, mais le migrant il migre pas par plaisir. Oui, En principe. s'expatrier en général, c'est pas toujours un bonheur. S'expatrier, c'est un déchirement. C'est pas un Donc, échec. dans le cadre d'une mondialisation nationaliste, si on peut employer ce terme, eh bien, il faut essayer de produire au maximum chez soi, limiter le commerce international aux subsidiaires et tout faire, nous qui avons des techniques pour favoriser autant que ces gens-là sont capables de les assimiler, de les mettre en place, des techniques qui leur permettent de vivre dans leur pays et leur territoire. Le contraire un peu de l'Union européenne dont on avait un peu parlé en disant que eux, leur principe subsidiaire, c'est tout ce qui peut intéresser les échelons inférieurs, ils le délèguent pas, mais par contre tout ce qui nous intéresse pas, ils peuvent le laisser. Ah bah oui, ça c'est la subsidiarité à l'envers. L'Union européenne, tout ce qui nous intéresse, on le prend, tout ce qui nous intéresse pas, on vous le laisse. Alors que nous, au contraire, c'est tout ce que les États peuvent faire, on leur laisse. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, nous les aidons à le faire. Nous mutualisons les choses. C'est absolument pas ce qui se passe. Et tous les problèmes sont là. Il faut essayer le moins possible de pousser la porte du supermarché. Et d'ailleurs, c'est même risible à la limite de parler de ce principe de subsidiarité, puisqu'aujourd'hui, dans le cadre de l'euro, on voit bien que l'Union européenne et surtout la zone euro, ça n'existe pas. Puisque la monnaie commune voudrait qu'il y ait des dépenses de transfert des régions riches vers les régions moins riches. Or, aujourd'hui, vous avez tous les pays du Nord, vous avez les Pays-Bas, vous avez le Danemark, vous avez l'Autriche, moindrement l'Allemagne, vous avez aussi la Suède, qui dit non, pas de mutualisation des dettes. Les pays du Sud, autrement dit l'Espagne, l'Italie, la Grèce, et accessoirement la France, s'ils sont dans la panade, ils l'ont bien voulu, ils l'ont cherché. Nous, on les aide pas, on se débrouille. Donc, c'est véritablement mettre à bas le mécanisme d'une monnaie commune. Oh, mais ça s'appelle faire du nationalisme, ça, monsieur Gandian. Mais, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est un monde plein de contradictions. Oui. C'est un monde plein de contradictions. C'est-à-dire que tous ces pays-là, et encore au Danemark, vous avez une forte composante, disons, populiste ancrée, mais tous ces pays-là... c'est du nationalisme tiédi, quoi. C'est du nationalisme tiédi, oui, effectivement. Ils n'arrivent pas à s'extirper du cadre démocratique, un peu comme dans le reste de l'Europe de l'Ouest. Ouais. Voilà. Et alors là, pour le coup, en fait, c'est l'éducation chrétienne qui va faire complètement la différence, culturellement parlant, sur ces peuples, apparemment. Bien sûr. Parce que... Mais ce sont des vieilles traditions d'efforts, de culture et autres. Et dans nos pays méditerranéens, c'est tout à fait... Ils se sont industrialisés en dernier. Et il y a d'autres systèmes de pratique, ce ne sont absolument pas les mêmes choses. Si on veut que tout le monde marche ensemble, il faut des unions de transfert, il faut créer une nation européenne. Une nation européenne n'existe pas. Lorsque l'on a créé le franc en France, pourquoi ça a marché? Parce qu'il y a eu des transferts entre les régions riches, qui étaient à l'époque même un équilibre des territoires, nord, en fait. Voilà, qui transféraient à des régions des... Vous parlez du nouveau franc égarpiné, c'est ça? Non, je parle de la création du franc à l'époque de Napoléon. Ouais, lorsqu'on a unifié la monnaie à travers le territoire français, vous avez eu des unions de transfert, une union de transfert, c'est-à-dire des transferts de richesse des régions riches vers des régions moins riches. Ça a marché parce que tout le monde se sentait français. Aujourd'hui, si vous voulez faire ça à l'échelon européen, ça ne marche pas, parce que un Danois, un Danois les Danois, un Néerlandais les Néerlandais, un Suédois les Suédois, un Français les Français, un Allemand est Allemand, un Italien est Italien, et puis c'est tout. Je ne vais pas payer pour les autres, et puis je ne veux pas me soumettre aux autres. Là, ils ont de quoi vraiment... Voilà le fond de l'affaire. Par contre, il y en a qui vont chercher à nous démoraliser en nous disant que nous devons nous mélanger avec le reste de la planète. Il ne faut pas être égoïste. Non. Ça risque de ne pas passer. Voilà. Et peut-être que l'Union européenne va passer par des 40e rugissants. Ah oui, oula. Mais attention, ils trouvent toujours des solutions. Mais à force de toujours en trouver, à un moment, on n'en trouve plus non plus. Puis des solutions poussière sous le tapis aussi, c'est ça pas aussi, très durable. Vous savez, quand vous accumulez la poussière sous le tapis, à un moment ou à un autre, elle provoque des explosions. Des poches de poussière et de gaz. Un autre sujet, par exemple, le chamboulement des retraites, ça aussi on en parle de temps à autre ici au Boulard. Là, pour l'instant, Macron a suspendu le système des retraites. Bon, il faut simplement dire une chose, puisqu'on y reviendra sûrement plus tard quand le sujet reviendra sur le devant de la scène. C'est tout simplement trouver un stratagème qui fasse que les gens travaillent plus
gagnent moins et travaillent plus longtemps pour avoir de moins en moins d'argent et pensions de bien de retraite. consommation. Et puis à la limite, Et de temps pour réfléchir. oui. Et puis à la limite, on trouvera un stratagème pour éviter qu'ils vivent trop longtemps. Mm. Voilà. Ah bah là, ils ont trouvé, hein. Oui. Avec le rivotril, par Oui, exemple. oui, Oui, mais bon. Non, mais on trouvera un stratagème. D'ailleurs, Attali l'avait dit. Hein. Les gens, je crois, au-delà de 70 ans, ils sont trop vieux, il faut trouver un moyen pour s'en débarrasser. Oui, ils coûtent plus cher qu'ils ne produisent parce qu'ils sont Oui. trop faibles. Oui. Par contre, ce que j'attends, c'est que lui, il nous donne l'exemple. C'est vrai que quand on propose, c'est encore mieux. Quand on propose, oui, c'est encore mieux de donner l'exemple. C'est vrai que c'est plus. Après, pour un autre sujet technique, là on pourra peut-être rester un petit peu plus longuement, et puis c'est votre spécialité, sur l'électricité. Et toute la paire de coteries qu'il peut y avoir. Ah oui, vous savez, je voulais vous parler de cette petite histoire là, en fait, justement sur la 5G. Et sur, en fait, si vous voulez, les moyens de transmission de ces appareils-là. Je vous avais parlé de cette histoire de hotspot Orange, hier, je crois, vous savez, je vais vous expliquer, vous avez un modem chez vous, et en fait, il y a un hotspot, c'est-à-dire en fait un spot sur lequel, en fait, une personne, un anonyme, passe dans la rue à côté et est en train de faire son internet, et il suffit que ce soit un client Orange, par exemple, et bien c'est depuis ton modem, que tu vas lui assurer la transmission. Mais oui, mais pour assurer la transmission sur un téléphone portable, il faut de l'électricité. Et l'électricité vient d'où ? Elle vient pas de compteur. Bien sûr. Alors il faut, moi je le conseille, il faut désactiver ça, il faut aller sur internet, vous tapez désactiver le hotspot ou désactiver en fait il y a chez à peu près tous les fournisseurs, il y a chez Free, il y a chez Orange, moi je l'ai désactivé. Parce que voilà, il y avait une espèce de petite paranoïa avec la 5G. Parce que en fait, je m'étais retrouvé avec de l'électricité statique dans la pièce, sans raison véritablement. Ils nous ont installé un 5G en face de chez nous. Parce qu'on est passé de la 4 à la 5 là. On est en train de c'est violent. Le vrai problème, c'est que en France, on a mis les choses dans les mains du chinois Huawei. Oui, bon, enfin. Avant, en fait, on laissait ça dans les mains d'Apple et de Microsoft. Mais là, mais là, en plus, ça pose un problème important, c'est que c'est l'État chinois derrière qui peut contrôler nos affaires. Bon, ça, c'est un problème. C'est forcément gentil. C'est vrai que la 5G vaut mieux éviter de l'installer de l'étranger. Alors là, vous me parlez de l'électricité. Alors là, il y a un scandale énorme. C'est que tout simplement, on s'est arrangé à faire en sorte qu'on introduise des producteurs privés ou des distributeurs privés d'électricité. Oui, Engie et compagnie. Mais il n'y a qu'une seule compagnie, si on veut dire à l'origine, qui produit de l'électricité, c'est EDF. C'est un système non concurrentiel par nature. L'électricité comme les chemins de fer, d'ailleurs. Oui, c'est un peu comme la SNCF. Oui, vous n'avez qu'un réseau. Pour vous alimenter, vous n'allez pas avoir deux lignes électriques concurrentes. Par contre, pour l'eau, c'était déjà ça, le financement privé, Vivendi, tout ça. C'est un peu comme les C'est encore différent. Vous pouviez avoir des réseaux locaux, pas interconnectés, vous pouvez avoir des compagnies différentes. Là, c'est différent, c'est un réseau national. Et le vrai problème, c'est que ce sont des compagnies privées qui donc vont racheter du courant à EDF. Moins cher. Et donc EDF est obligée elle-même de vendre à perte à ces gens-là. Et voilà. Et ça va aller très vite. Et ça va aller très vite. Et aujourd'hui, EDF, pour arriver à assurer des bénéfices à ces compagnies qui n'en font pas, est obligé d'augmenter ses prix pour permettre à ces compagnies privées, donc à ces parasites, de pouvoir s'enrichir. Donc il y a véritablement une prédation du citoyen, une prédation du consommateur français. Linky n'est qu'en fait un programme qui est là que pour dépouiller les gens de leur... Voilà. Et donc, cette affaire est extrêmement grave. C'est véritablement un vol, une spoliation légale au profit d'une minorité de profiteurs. Et là, actuellement, quasiment personne ne réagit. Non, parce que c'est Sarkozy-Fillon qui avait porté... Mais ça a commencé par Sarkozy-Fillon. La loi NOM, là. Oui, la fameuse loi NOM. Mais ça continue aujourd'hui de plus en plus. Ça continue de plus en plus. C'est la suite de l'affaire, quoi. Oui, mais je pense que nous pourrons prendre ce sujet-là parce que les choses vont revenir sur le devant de la scène. Ouais, bien sûr. Mais en gros, les gens, le Français de base, va payer plus cher son électricité
pour enrichir des financiers et des affairistes Des privés compagnies. Parce que, et des compagnies. Donc ça, c'est un vol, c'est une spoliation et c'est un crime face au bien commun, face à la nation. Et ce qui m'étonne, c'est qu'on en entend relativement peu parler. Oui, les gens ne bougent pas beaucoup et en fait, l'électricité serait un bien commun. Comme l'eau, Et voilà. malheureusement, c'est C'est vrai que c'est un sujet en fait moins choquant que le vaccin, par exemple. Ça fait du bruit. Mais l'eau, l'électricité, ouais, pourtant l'eau, c'est encore Oui, plus vital. Ça. Mais là, cette question de EDF, et effectivement, c'est là qu'on voit une continuité de leur république, c'est-à-dire que ce soit Sarkozy, que ce soit Hollande, que ce soit Macron, mais vous voyez à chaque fois, on aggrave progressivement la spoliation et le vol du consommateur français au profit d'une minorité. Là, c'est extrêmement grave. On peut parler également de la Biélorussie, par exemple, pour parler aussi d'un autre pays en particulier, cette fois chez les Slaves. C'est considéré un peu comme un pays à part. Oui, la Biélorussie est un pays à part. Effectivement, la Biélorussie n'a jamais eu véritablement d'existence par elle-même. La Russie blanche, c'est son surnom. C'est son surnom, oui. Elle n'a jamais eu véritablement d'existence. Ça a été en gros pendant longtemps un pays disputé entre le royaume polono-lituanien et l'Empire des Tsars, et l'Empire moscovite. Bon. Il s'est trouvé qu'après 1814, avec la Pologne, ce pays est passé dans les mains de la Russie tsariste. Qu'après 1914, la Biélorussie actuelle a été divisée en deux sur la ligne Curzon. Une partie a été donnée à la Pologne et l'autre partie est restée à la Russie, qui avait créé une république fédérée biélorusse autour de Minsk. C'est un territoire qui fait combien? 300 000 km², c'est pas immense, qui n'a aucun accès à la mer, qui a en gros, si on peut dire, une vaste plaine, et qui n'a pas véritablement d'histoire. Des ressources, pardon. Ce sont surtout de l'agriculture et des forêts. Des forêts. C'est pas loin de Tchernobyl, ce qui pose quand même des problèmes dans le sud du pays. Et c'est un pays, surtout aujourd'hui, qui est au milieu de nulle part, si l'on peut dire en ce sens. C'est qu'il est dirigé depuis 1992 par Alexandre Loukachenko, qui s'est maintenu au pouvoir depuis lors, qui a étouffé toute tentative de démocratisation à l'occidentale et qui a maintenu un système, disons, beaucoup plus libéral que le système de planification centralisée, mais qui a quand même maintenu le système des kolkhozes. Autrement dit, vous avez des grandes fermes d'État qui permettent de produire. Bon. Alors, vous avez des fermes modèles, vous en avez d'autres qui sont moins modèles, mais c'est un pays qui arrive quasiment à l'autosuffisance. On parlait de modèles autosuffisants tout à l'heure, de produire. La Biélorussie n'importe que des fruits exotiques, des oranges, des bananes et autres citrons, parce qu'évidemment, dans ces contraintes, elle ne peut pas en importer. Elle importe du poisson, parce qu'évidemment, elle n'a aucun accès à la mer, sauf du poisson de rivière, puisqu'il y a des rivières sur le territoire, comme le Pripet. Mais elle n'importe quasiment rien. Par contre, elle tire des revenus des gazoducs et oléoducs qui traversent son territoire. Et effectivement, c'est un pays qui, ayant été soumis par au moins une fois, sinon deux, à des tentatives de subversion, ce qu'on appelle les révolutions de couleur, qui ont réussi d'ailleurs à Kiev, à mettre la junte khazare au pouvoir actuel, eh bien, c'est un pays qui subsiste finalement grâce à son chef, Loukachenko, qui d'un côté, effectivement, est russe, dépend de la Russie pour beaucoup de choses, mais qui ne veut pas être inféodé à la Russie. Et qui ne veut pas non plus entrer dans le monde occidental, mais que le monde occidental rejette parce que, soi-disant, l'UE, il n'est pas démocratique. C'est-à-dire démocratique, c'est-à-dire au lieu que ce soit tout simplement une oligarchie qui se masque sous des élections et puis
la prise en main de la finance internationale. Avec des petites peux pas, ambiances ouais, LGBT, quoi. Je peux pas me LGBT. marier avec mon cousin là-bas. C'est C'est ça. quelqu'un, C'est ça. c'est C'est pas une quelqu'un, démocratie. ah non, Bah, c'est non. quelqu'un qui conserve la morale naturelle. C'est quelqu'un qui veut conserver ça. un monde C'est traditionnel, à la limite du national-socialisme. tout en maintenant une économie orientée, une économie d'État. Alors voilà. Alors on pourra se plaindre qu'ils emprisonnent les opposants et autres, mais nous on pourrait se plaindre aussi que dès que vous critiquez certaines choses, vous avez des lois Guesso, des lois Avia qui bientôt vont vous tomber sur la tête. Donc je ne sais pas ce que nous avons à envier À la Biélorussie. à la Biélorussie, et je comprends très bien que la Biélorussie refuse de se fondre dans l'aliénation de cet Occident décadent dans lequel nous vivons malheureusement, et de l'autre côté, qu'elle refuse, ne serait-ce que par les intérêts propres de Loukachenko et de son entourage, de s'inféoder à Moscou. Oui, c'est ni l'un ni l'autre en fait. On Une disait sorte, ni peau rouge ni moujik, pour dire ni les États-Unis ni la Voilà. Russie à l'époque. Voilà. Et et Loukachenko, alors, essaye de faire quand même une politique de balance. Si Moscou fait trop pression sur lui, il regarde vers les États-Unis, vers l'Union européenne. Si l'Union européenne veut trop mettre la main sur lui, hop, il se retire et puis il va regarder de l'autre côté. Donc c'est un Ouais, c'est équilibre. stratégique. Alors il se passera une chose évidemment. Alexandre Loukachenko a dans les 65-68 ans. Bon, il n'est pas éternel. Alors la question qui se posera, c'est que va-t-il se passer après lui? Une chose est sûre, c'est que tous ces territoires-là ont à terme vocation à retourner d'une manière ou d'une autre dans la Russie, dans ce que l'on pourrait appeler l'Empire russe. Dans l'Empire russe. Voilà. Mais c'est un pays, contrairement à ce qu'on en dit aujourd'hui, peut-être même nous, en tant que nationalistes, nous n'y serions peut-être pas bien accueillis, parce que nous n'avons pas toujours les mêmes positions que ces gens-là. Donc, eux, on peut les comprendre sur la Grande Guerre patriotique, puisque oui, parce que nous, on défend quand même le point de vue national-socialiste qui s'est battu contre le bolchevisme. Oui. Quand même une chose qui valait la peine Là, à c'est la l'époque. base, là. Puis c'est l'Europe carolingienne. Tandis que de leur côté, je comprends tout à fait les Ils Russes. ont l'impression. Je comprends Bah, tout c'est à le fait miroir, les c'est- Russes. c'est un miroir. Mais je comprends tout à fait les Russes qui se sont battus pour défendre leur terre contre l'envahisseur germanique. Là, disons les choses selon le côté où on se place, comment on voit les choses, idéologiques ou patriotiques, la vérité n'est pas la même. C'est une Ça. triste manœuvre militaire, là. Hein. Voilà. La seule chose, c'est que, comme j'ai dit à des amis russes, les uns et les autres, nous sommes au moins victimes des mêmes. Vous avez été victime du judaïsme politique sous la forme bolchevique, parce qu'il ne faut pas reconnaître les bolcheviks, tous les bolcheviks, à l'exception de Staline, et même de Lénine, qui était un quart juif, tous étaient d'obédience israélite. Alors, ils étaient victimes des bolcheviks et de ces gens-là. Et nous, aujourd'hui, du point de vue spirituel, Sur une forme libérale. sur une forme libérale, Ultra-libérale. on nous impose une vision, disons, de noachisme. Puisque depuis Vatican II, en gros, c'est le noachisme qui l'a emporté à l'Église. Comment les non-juifs doivent se comporter par rapport à... Voilà, puisque finalement, on nous dit les Juifs sont nos frères aînés dans la foi. Non, non, non. Il y a le judaïsme mosaïque d'origine, qui s'est accompli dans le christianisme, et il y a le rejeton qui refuse le christianisme, qui s'appelle le judaïsme talmudique. Ce sont des choses tout à fait différentes. Et qui n'a plus de légitimité après la venue du Christ. Voilà. Et d'ailleurs, il y a d'excellents ouvrages à lire, c'est sur ceux de la Berioult, qui fait un poids, à mon avis, très intéressant sur le sujet aux éditions, c'est la Saint-Agobard. Bon. Loukachenko, pour revenir à lui aussi, avait pris de mire Emmanuel Macron. Quand il a proclamé le confinement, il a dit dans ces contrées, tiens, c'est bien pratique, les gilets jaunes sortaient tous les samedis et maintenant ils peuvent plus. Mais justement, Loukachenko est quelqu'un qui est un des rares dirigeants, sinon le seul dirigeant d'Europe, à avoir refusé de succomber à la psychose du coronavirus, du Covid-19. Ouais. À ma connaissance, il n'y a pas beaucoup plus de morts par l'absence de confinement en Biélorussie qu'il y en a chez nous, par rapport à la population. Et je pense que l'attitude à la limite, je pourrais presque dire que Loukachenko est le dernier des Européens traditionnels. De ce côté-là,
le dernier Européen debout, dans la mesure où il a refusé de succomber à une psychose. Orban, on peut le mettre Orban sur- aussi, on peut le Oui, dire. sur Orban. Comme on dit, une civilisation, Mais- un pays qui a peur de mourir est déjà mort. Quoi. Et un pays qui a peur de mourir est un pays qui est déjà mort, effectivement. Et aujourd'hui, alors, je sais très bien, nous pouvons tous être atteints, nous pouvons tous, c'est sûr, mais cette psychose de la mort, cette peur de la mort, cette peur du risque, cette peur de la pandémie, cette peur de que le ciel nous tombe sur la tête, Cette peur de vivre. eh bien, cette peur de vivre, finalement, c'est le signe d'un peuple, d'une civilisation qui ne croit plus en elle-même, une civilisation qui est déjà morte, À la Je Gaudi. crois ou qui est à l'agonie, À la qui est déjà à l'agonie. Gaudi. Moi, je pense que d'un point de vue historique, sur la longue durée, c'est comme ça que les choses doivent être analysées. Analyser, Et quelqu'un comme Lukashenko, il dit, bah non, mais, bah, c'est tout, on y C'est va. guette, et puis c'est Oh, tout, et hein. c'est bien qu'on continue, les gens tombent malades, et bon, on va les soigner, on va prendre faire le en risque, sorte. il faut... Alors effectivement, s'il y a une contamination par les personnes qu'on prenne des mesures élémentaires de protection, je comprends parfaitement, mais qu'on arrête l'économie d'un pays, que l'on bloque les gens, qu'on envoie les forces de police pour écraser les gens, qui sont plus forts, les forces de police là, pour verbaliser les gens parce qu'elles n'ont pas leur petite feuille, qu'elles n'ont pas ci, qu'elles n'ont pas ça, au carrefour. Une autorisation Une autorisation Non, mais Je auto-signée. m'autorise à Alors- déroger à la loi. ça commence par Merci. une maladie psychique, Voilà. le truc. Alors tu vois, que de l'autre côté, ils ne sont pas allés voir dans certaines banlieues ethniques comment ça se passait, que les frontières ne sont même pas bloquées, que quand vous avez des avions qui viennent d'Iran ou de Chine, on ne cherche même pas à détecter les gens qui arrivent et qu'on nous impose une barrière de 100 km. Mais on se moque du monde, on se moque des Français, on nous prend pour des imbéciles. Ou Et le alors- pire, c'est que les Français ne réagissent même pas. Non, mais alors, ou alors, on est Non. en train de nous préparer un coup de Trafalgar. Hein. Mais alors, C'est moi, je parfaitement pense, français aussi, à ça. la limite, je pourrais penser, puisque Macron a dit une petite phrase dernièrement, comme quoi la bête est là, la bête arrive, La je- bête de l'événement. la bête de l'événement arrive, une phrase sibylline, ou alors il a informé de certaines choses et il n'a pas les capacités de les tenir, et alors il est obligé de se décharger sur les gens, ou alors il parle dans le vide, mais de toute façon, il est sûr qu'à un moment ou un autre, il y a eu le SRAS, il y a eu H1N1, il y a eu le Covid, demain il y aura encore autre chose de plus important. Vraisemblablement. Je n'aurais jamais cru avoir Jean-Claude Non. Van Damme comme président de la République française. Voilà. Je vous assure, je suis. Et là, je vois une remercie. chose. Et là, je vois une chose, c'est que, à mon avis, leur histoire de confinement, c'est tout simplement une répétition générale pour essayer d'en tirer des enseignements pour pouvoir mieux nous asservir par la suite. Ouais, Et je pense qu'ils se sont fait plaisir, oui, un petit Une truc répétition, Voilà. expérimental. Voilà, on prend note, on relève tout, on voit les choses. Qui est-ce qui obéit bien, Voilà. qui est-ce qui... Et d'ailleurs, vous voyez, il y a une chose qui m'a intéressé, c'est un propos qui a été tenu à la télévision russe par un ancien chef du KGB, enfin du GRU, du service de renseignement russe, le colonel Kvashkov. On a très peu parlé. J'ai écouté son entretien en russe, parce que les traductions, je l'ai écouté en russe. C'est quelqu'un d'extrêmement bien informé, qui a développé très bien la question de la spéculation à partir de la titrisation, de l'emprise que ça avait sur le système économique. Quelqu'un qui a expliqué que le coronavirus, le Covid-19, était lié non pas à l'ADN mais à l'ARN, ce que peu de personnes, s'ils ne creusent pas le sujet, ne savent pas, et qui ensuite a dit que toute cette affaire était une machination menée par les forces judéo-américaines. Et sans souscrire totalement à ce qu'il dit, ce sont des personnes bien informées et nous devons tenir ces choses-là dans notre tête. C'est pas du complotisme, c'est simplement des faits objectifs qu'il faut savoir analyser. Et ça correspond aussi, encore une fois, en fait, les États-Unis ont été le pays touché en dernier de cette pandémie. Voilà. Alors que tu te mets d'un illogique. Enfin, Oui, si on fait une. mais en fait, les échanges commerciaux. Les oui. échanges commerciaux, on s'aperçoit qu'en fait, ça va 10 fois plus vite des Mais États-Unis en Chine. Non, mais c'est l'Iran qui a été le premier l'Iran. touché. Mais de toute façon, c'est ce qui expliquait. Des Ariens encore. C'est ce qui expliquait Kvashkov dans sa vidéo, en disant que des pays comme l'Iran, qui sont parmi les plus opposés aux États-Unis, ont été les premiers touchés. Ah oui, c'est énorme. Mais Et le les vrai pays qui problème- étaient sous égide populiste avaient tort quoi qu'il Mais, faisait, alors que Bolsonaro est celui qui a Bien le sûr. mieux défendu. mais Bolsonaro, lorsqu'il est accusé presque de crime contre l'humanité parce qu'il ne prend aucune mesure,
Et en réalité, quand vous regardez les statistiques pour 100 000 habitants, c'est au Brésil où il y a le moins de morts encore. Alors qu'on vient de m'expliquer les choses. Mais non, mais bon, il faut garder la raison froide, il faut garder les pieds sur terre et ne soyons pas dupes. Et le vrai problème dans tout ça, quelles que soient les causes de ces choses-là, nous autres, nous devons prendre conscience que nous avons une civilisation à défendre. Nous avons une race à défendre, nous avons une culture à défendre, et c'est la seule chose qui doit nous préoccuper. Nous analysons ici les événements. Nous proposons des solutions, certes, mais seulement le vrai travail, c'est de former des gens, c'est de les recruter, c'est de leur structurer l'intelligence pour qu'ils soient capables de résister au bourrage de crâne actuel, de constituer les troupes, l'ensemencement qui permettra à la France de se régénérer. Le fond de l'affaire, il est là, parce que finalement, le message à faire passer, il est là. Sans se contacter, d'ailleurs, on pense de la même manière face aux événements. Là. Et d'ailleurs, toute personne qui a la même grille de lecture, qu'on se contacte ou qu'on ne se contacte pas, on voit les problèmes de la même façon. Donc voilà. Et si le vrai message, il est là. Le vrai message, il est là. Les événements arrivent, il se passe ceci et cela, nous devons les comprendre, nous devons les analyser, nous ne devons pas être dupes. Mais surtout, nous ne devons pas rester tranquilles, sans bouger, en disant « Ah, il y a ci, il y a ça et autres ». Nous devons agir, proposer des solutions, nous former, nous organiser pour constituer ce levier, ce fer de lance qui permettra de rétablir le monde lorsque celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui est un monde inverti, sera sur le dos et sera prêt à s'effondrer et nous n'aurons plus qu'à le balayer. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est un auguste souci militant. La revue s'appelle Militant, mais le militantisme, il est là. Même si à vue d'homme, nous ne voyons pas d'issue, notre travail, il est là. C'est de préparer l'avenir, de constituer cet outil. C'est le gros message à faire passer, c'est le grand message à faire passer. Balayer les bons à rien qui servent de représentativité avec les fabulateurs, les fanfarons, etc., les faux érudits qui se prétendent l'élite. Et d'un autre côté, un peu reprendre les manettes du pays en main pour relancer le pays, la civilisation, etc. Et ce n'est pas inexpugnable, comme vous disiez. C'est pas une forteresse inatteignable. Après, pour parler un peu des apports de la revue Militant dans la droite nationale, la droite nationaliste, puisqu'il y a quand même quelques particularités, on les aura entendues ici, c'est que vous faites des sujets finalement assez techniques, un peu comme l'électricité ou la robotisation, le numérique, ou ce genre de choses qui ne sont pas trop traitées ailleurs, comme vous disiez. Donc ça fait quand même un apport original par rapport au reste, ça peut même compléter les revues du milieu. Il y a Lecture française, les Écrits de Paris, Rivarol, etc. Des journaux comme le Rivarol sont des journaux qui sont vraiment en prise sur l'actualité hebdomadaire. Écrits de Paris, plutôt disons, on pourrait dire littéraire. Oui. Lecture française est une revue de très haute tenue, nationaliste, catholique, qui traite des problèmes, des commentaires, qui analysent les problèmes. L'apport particulier de Militant, c'est de vouloir essayer de, non pas traiter de l'actualité elle-même, de décrypter la simple actualité, mais d'aller au fond des problèmes de la mécanique de notre civilisation. De s'en servir pour... Et de s'en servir pour proposer des solutions pour aller de l'avant. Parce que si nous nous contentons de critiquer, d'analyser les choses, puis on pourra dire que c'est relativement facile. Mais... c'est que destructeur. Ce n'est que destructeur. Ce qu'il importe, c'est d'apporter des solutions, d'apporter des lignes de combat, des lignes d'action, d'apporter des perspectives dans lesquelles nous devons nous engager, nous devons nous former, nous devons nous organiser. Par exemple, le Parti nationaliste français a un programme en 25 points qui propose des cadres d'action généraux qui ne sont pas liés à l'actualité immédiate, mais qui sont liés à tous les problèmes que nous avons actuellement. Donc la revue Militant en elle-même est une revue d'action, est une revue qui propose effectivement des solutions. C'est un des gros défauts de nos milieux. On se contente souvent de critiquer, de dire ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Mais c'est très facile de dire que ce n'est pas bien. Vous le faites dans un premier temps, enfin après dénoncer la vétusté des infrastructures, il faut le faire. Alors, ensuite... Et en fait, dans notre milieu, il y a des gens qui sont très costauds pour faire ce travail-là. Mais bien sûr, mais dans nos articles, on s'efforce d'avoir une première partie qui décrit la situation, qui l'analyse, et en deuxième partie, donc on analyse, on décrypte les choses, et en troisième partie,
on s'efforce de proposer des solutions et des lignes d'action. Voilà. Et c'est ce qui est extrêmement important dans la mouvance nationaliste, c'est de pouvoir se projeter de l'avant et non pas passer sa vie à regarder dans le rétroviseur ou à se plaindre de la situation. Dans ce cas-là, on a un métro de retard. Mais voilà, oui, nous vivons dans ce monde. Si le Créateur nous a mis dans ce monde, c'est que nous avons une mission à remplir dans ce monde. Donc nous devons l'accomplir, nous devons faire de notre mieux avec les moyens dont nous disposons. Et le premier, c'est celui du combat, c'est celui de la lutte pour la défense de notre civilisation, pour les générations présentes, mais aussi pour les générations à venir, pour essayer, pour s'efforcer de recréer, de perdurer la civilisation européenne dans les générations à venir, en fidélité à son passé, sans que pour autant ce soit le clone du passé. La tradition se renouvelle en permanence. C'est toujours la même chose, mais sous une forme différente, adaptée à la flèche du temps. Et ça, c'est le travail que nous nous efforçons de faire dans Milita. C'est un peu la réciprocité entre tradition et évolution. Voilà. Et oui, nous sommes sur la flèche du temps. Mais seulement, nous avons un génotype. Donc, nous avons notre race, nous avons ce que nous sommes. La tradition, c'est le Maurras, ce sera le mot favori de cette vidéo. Ouais. Ce sera le génotype de notre race, de notre civilisation. Bon, à partir de là, nous devons le défendre. Et faire en sorte qu'il se perdure à l'avenir. Parce que défendre, c'est une position de faiblesse déjà. Nous sommes attaqués. Nous, c'est non seulement nous défendre, fixer les positions, être dans une tranchée, refuser d'aller plus loin et repartir de l'avant. La meilleure défense, c'est l'attaque. Et la meilleure défense, c'est l'attaque. Et aujourd'hui, bon, ça fait longtemps que nous le disons, mais plus le temps passe, plus il est criminel de vouloir continuer à reculer ou à ratiociner. Il faut contre-attaquer. Nous avons peu de moyens, mais seulement nous avons l'espérance. L'espérance est nationaliste, c'est pas moi qui le dis. Ce sont nos auteurs tutélaires, Maurras, Barrès. Hein. Et d'ailleurs, après, nous n'avons rien contre la guerre, mais nous voulons également la paix. Et c'est vrai que défendre l'identité des nations dans le monde, c'est aussi une forme de paix. Hein. La stabilité des pays. Bien sûr. Là où le mondialisme se gargarise de ce mot-là, alors que depuis le 11 septembre, il a rasé tout le Moyen-Orient juste pour ses réalisations. Nous dire que le mondialisme, c'est la paix, nous avons qu'à regarder le nombre de conflits qui existent à la surface de la planète pour comprendre que le mondialisme, c'est au contraire la guerre. C'est la guerre permanente. Oui, c'est le conflit permanent. C'est le chaos permanent. C'est le chaos permanent. Alors par contre, comme nous sommes un monde de vivants, nous n'empêcherons jamais l'existence de rapports de force. Les rapports de force sont un équilibre dynamique entre peuples. Un peuple faible, d'une manière ou d'une autre, va se faire dominer par un peuple fort. Et c'est au peuple faible d'essayer à terme de renverser pour devenir le peuple fort. Enfin, c'est la loi de la vie, c'est tout. C'est la loi de la vie. Et il y en a qui ne l'aiment pas, ils en ont peur. Oui. Et ben ceux-là mourront. Voilà, sur ces propos un peu tirés de Mein Kampf, on aurait dit, mais bon. Et oui, d'ailleurs, vous avez, puisque le numéro de mars et d'avril est en disposition libre, on peut aussi le recevoir en papier, à la demande ou en simplement. Celui de mai est déjà celui de mai, sorti. le voilà, celui de mai. C'est le dernier. Nous n'acceptons pas l'internement volontaire des peuples, délivrons-nous de la dictature sournoise en marche. C'est l'éditorial. Le numéro de juin est en passe de sortir et le dossier de ce mois sera d'ailleurs justement sur cette idée de la métaphysique. Le dossier de juin va porter sur le fait que le rayonnement spirituel et intellectuel de la France est aujourd'hui un astre mort. D'une part parce que le christianisme a été tué en tant qu'élément attractif de l'ensemble de la population par cette religion de substitution, si l'on peut dire, qui est le républicanisme laïciste, mais qu'en même temps, ce laïcisme, ce républicanisme est lui-même un astre mort, parce que tout simplement, il n'a pas de carburant. Et qu'aujourd'hui, si l'on veut que la France se régénère, il faut faire tout un travail de régénération spirituelle. Alors, à la fois en travaillant sur le racine spirituel, sur le christianisme, pour tenir un discours qui le rend accessible, compréhensible à l'ensemble de nos concitoyens,
mais aussi de rendre les Français fiers de leur histoire et mettre fin à ce culpabilisme permanent, à cette repentance permanente qui nous tue. Voilà. Il faut mettre fin au morbide qui est en train de nous tuer. En gros, le prochain dossier traite ces questions-là. Très bien. Bah, Nous l'attendons avec impatience. On a hâte d'y être, ouais. Et puis également au mois prochain pour les vidéos, nous ferons sans doute également ce type de traitement encore pour quelques temps, de faire les derniers dossiers de la feuille publiés dans le mois précédent. Alors, pour terminer, je voudrais rappeler pour les personnes que ça intéresse, la revue Militant peut être acquise en s'abonnant pour un essai de 6 mois pour 25 €, renouvelable une fois, un abonnement normal de 59 €, un abonnement renforcé de 82, un abonnement de soutien à partir de 160 €. Et si vous voulez des renseignements, vous pouvez ou bien nous écrire à boîte postale, alors Militant, boîte postale 154 75 463, Paris CEDEX 10, Militant, boîte postale 154 75 463, Paris CEDEX 10, ou alors allez sur notre site internet revue-militant.fr. Bien, merci Monsieur Mondillon pour cet épisode, ce nouvel épisode de France Culture Nationaliste. Et au mois prochain. Hein. Bien, merci Florian, merci Jean de votre présence et de votre collaboration. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.